Cher organisateur du Salon Innovation et Sport Mécanique, chers participants, je suis ravi de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de cette conférence sur l'innovation et les sports mécaniques organisée par les étudiants de l'ISAT à Nevers. C'est avec plaisir que j'ai répondu à l'invitation de Christophe Arnald, diplômé de votre école, car je pense sincèrement que la course automobile n'est pas seulement un spectacle, mais aussi un laboratoire de la voiture de demain pour le plus grand nombre en matière d'innovation technologique et de respect de l'environnement bien sûr, mais aussi en matière de sécurité. La sécurité en piste a fait des progrès considérables grâce à la volonté des instances sportives et des dirigeants lucides. En 2018, j'ai décidé de l'introduction d'un halo dans les monoplaces au niveau du cockpit destiné à renforcer la protection de la tête des pilotes et issu d'un long travail des équipes de l'AFIA. Après des réticences initiales, la suite m'a probablement donné raison, car chacun a pu constater que des vies avaient été sauvées en piste grâce à ce nouveau système. Aujourd'hui, en matière de transport, il existe un réel décalage entre le monde développé et le monde en développement. Il est fascinant d'entendre parler de nouvelles technologies telles que les véhicules électriques ou les voitures autonomes, mais de nombreux pays en développement n'ont même pas accès au transport en commun. Si nous examinons la sécurité routière, 1,3 million de personnes meurent chaque année dans les accidents de la route et 93% d'entre elles vivent dans les pays en développement. Nous devons travailler avec les gouvernements et tous les acteurs, dont les constructeurs automobiles, les constructeurs de motos, pour faire en sorte que ces pays aient accès à des véhicules aux normes minimales. Et sur ces sujets, les ingénieurs, parmi lesquels ceux de l'ISAT, ont un rôle majeur à jouer. Les innovations qu'ils continueront de développer permettront aux véhicules d'être de plus en plus sûrs, mais également de mieux protéger les piétons et les utilisateurs de deux roues, notamment grâce à des systèmes de détection et d'évitement performants. Les ingénieurs ont également un rôle à jouer dans le développement de solutions de transport en commun routier et ferroviaire et de leurs infrastructures, des solutions sûres qui devront être accessibles au plus grand nombre. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent salon et vous remercie de votre attention. À bientôt. Ce soir, on est complètement à l'opposé du spectre, puisque ce soir, sur cette table ronde qui est dédiée aux mobilités, aux écomobilités urbaines du futur et puis à la mutation de l'industrie des transports, on va aborder des sujets qui sont différents, puisqu'on est dans un grand chamboulement de l'industrie automobile actuellement et de la mobilité, puisque c'est une question, et c'est le premier point, une question environnementale, c'est les émissions. C'est la contribution au réchauffement de la planète, donc qui doivent être prises en main. Limitation également des polluants, mais c'est aussi l'automobile, c'est aussi la qualité de vie et son impact sur notre vie de tous les jours au niveau local. Tout ça, c'est dans un contexte réglementaire extrêmement strict pour l'automobile et qui également conditionne toutes les technologies qu'on va utiliser dans le futur et qui doivent être mis en regard des utilisations qu'on fait de nos véhicules. D'ailleurs, quels véhicules? Est-ce que les véhicules de demain sont fonctionnellement les mêmes que ceux d'aujourd'hui? Et puis, le point sous-jacent, c'est celui de l'inclusion sociale. On a besoin de mobilité, on a besoin de se déplacer, donc il faut pouvoir demain continuer à se déplacer, que ce soit pour des notions de travail, pour que ce soit également des notions personnelles et pour des besoins personnels, et face à des enjeux qui sont extrêmement importants. On a l'enchérissement du coût de l'énergie, on sort d'une période ces derniers mois qui était assez frappante avec la crise ukrainienne, enchérissement des vecteurs de mobilité, des véhicules qui sont de plus en plus chers et qui sont difficiles à remplacer et à acheter. L'impact de la mobilité sur le budget des ménages devient de plus en plus important et handicapant. Et donc, on a la nécessité de garantir la mobilité. Donc, ce sont des questions qui sont extrêmement larges, qui sont à la fois sociétales, qui sont à la fois technologiques et qui nécessitent d'être traitées avec une granulométrie adaptée à chacun des besoins. Alors, pour en parler ce soir, nous avons, dans notre table ronde, fait appel à des participants qui vont pouvoir débattre de cette dimension. Alors, premièrement, parce que le politique, dans sa version, dans son acceptation, c'est la gestion de la cité, le politique. Donc, il est extrêmement important que tous ces sujets-là soient pris. Donc, nous accueillons ce soir Hicham Bougilia, qui est vice-président en charge des politiques publiques à la région
Bourgogne-Franche-Comté. Nous attendons également M. Bertrand Couturier qui va nous rejoindre, qui est adjoint au maire délégué aux mobilités, au stationnement, à l'économie sociale et solidaire pour la ville de Nevers, où nous sommes ce soir. Mais la mobilité, c'est également les acteurs du transport public. Donc, nous accueillons ce soir Jean-Michel Schmitt, qui est directeur de l'ingénierie du matériel pour l'entité Centre à SNCF Voyageurs. Bienvenue. Et puis, on en a parlé, l'automobile, c'est également des technologies. Et pour les technologies, nous sommes assurés le concours de Bruno Jamet, qui est directeur des programmes énergie et propulsion au pôle véhicules du futur, localisé en Bourgogne-Franche-Comté, c'est le pôle régional. Et Louis Lemoine, qui est enseignant-chercheur, directeur de ID-Motion à l'ISAT. Nous sommes ce soir, donc Institut supérieur d'automobile et des transports, ici à Nevers. Et finalement, parce qu'on parle des utilisateurs, et les utilisateurs, c'est également les associations et le respect des attentes, et également une notion de faire passer des messages et transmettre ces informations-là. Nous avons ce soir avec nous Thierry Grossier, qui est le coprésident de l'association BFC Mobilité électrique. Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Les écomobilités et de l'utilisation des services, des besoins et des fonctions au niveau des utilisateurs. Alors, dans écomobilité, il y a écologique, mais il y a aussi économique. Nous avons le problème, la problématique des villes médianes, qui sont représentées typiquement par la taille de Nevers, donc avec des problématiques extrêmement spécifiques, avec cette notion de péréquation entre le tissu économique et le tissu social local, les ressources financières de la ville et puis la mutation nécessaire des moyens de transport. Alors, au niveau, pour commencer, puisque nous sommes dans la région Bourgogne-Franche-Comté, je me tourne vers M. Bougilat en lui disant, voilà, la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est une grande complexité, c'est une grande région avec des dimensions géographiques, économiques qui sont extrêmement différentes. Alors, quelle est l'analyse d'un responsable régional sur cette notion de mobilité et des enjeux? Alors, c'est un sujet qui a beaucoup évolué dans le temps, ces 20-30 dernières années, notamment pour les collectivités locales. Pour les régions, depuis maintenant un peu plus de 20 ans, depuis 2002, ils ont hérité d'une compétence. Alors, c'est la loi qui leur octroie des compétences, mais des compétences supplémentaires. Compétence en 2002, c'est celle de gérer, de faire tourner les trains, donc la compétence liée au ferroviaire. On a eu également d'autres lois qui ont été votées en 2015 pour se répartir encore plus finement les compétences entre les régions, conseils régionaux, les conseils départementaux, et puis les intercommunalités, les communautés de communes, communautés d'agglomération, et puis les métropoles. Donc là-dessus, la région, par exemple, a pu arrêter des transports scolaires. C'est les départements qui les géraient. Depuis 2015, ce sont les régions, 2017 pour la région de Bourgogne-Franche-Comté. Et puis les transports dits interurbains, les cars qui vont de ville en ville. Donc c'était géré par chaque département. Là, la région a pris en charge tout ça. Et puis, on a eu une dernière loi plus récente, c'est de faire de manière très courte, la loi dite d'orientation de mobilité, la fameuse LOM, qui donne une compétence supplémentaire à la région et qui dit aux conseils régionaux, c'est vous les chefs de file sur les mobilités parce qu'on a considéré qu'il y avait trop de disparités entre les territoires. Et pour illustrer un peu mon propos et répondre plus précisément à votre question, j'ai une carte qui peut le symboliser. Jusqu'à cette dernière loi, on avait dans la région Bourgogne-Franche-Comté que 17 territoires, 17 agglomérations, 17 communautés de communes, 17 agglomérations ou métropoles qui organisaient, alors c'était obligatoire, qui organisaient les transports chez eux. 17, j'ai fait un petit calcul rapide, 17 communautés de communes, je vais multiplier par 10, allez, par 20 communes pour chaque communauté de communes, 17 x 20, si mes calculs sont bons, ça fait 340 communes. La région Bourgogne-Franche-Comté, c'est 3500 communes. Ça veut dire que jusqu'à présent, on n'avait que à peu près 340 communes maximum qui avaient un réseau de transport urbain. Alors nous, on parle souvent des strates pour parler de mobilité, on ne va pas jusqu'aux communes ou aux villes moyennes ou médianes,
mais c'est la compétence des communautés de communes. On voit par exemple qu'à l'agglomération de Nevers, il y a un réseau de transport urbain qu'on n'a pas à Cosne-sur-Loire, qu'on n'a pas à Château-Chinon, qu'on n'a pas ailleurs, tout comme ça. Et donc, cette loi veut ou essaye de gommer ces disparités. Et donc, du coup, on a mis en place ce qu'on appelle des bassins de mobilité. C'est pour gérer les mobilités du quotidien, en particulier le domicile-travail. On est surtout axé là-dessus, mais on voit bien que les transports, on peut les envisager par rapport à des besoins et des attentes multiples. Aller au travail, aller se soigner, aller faire ses courses, aller faire du sport, aller régler ses papiers administratifs. D'autant plus, je ferai peut-être là-dessus, d'autant plus qu'on a vu ces dernières années plein de services publics fermés sur nos territoires. Moi, à Cosne, j'avais une maternité à 5 minutes de chez moi. Aujourd'hui, une personne doit se déplacer avec un temps de transport qui est au minimum de 40 ou 45 minutes pour aller par exemple à Montargis ou pour aller à Nevers. Pour un passeport, aujourd'hui, on voit bien maintenant les passeports, on ne peut pas aller à la mairie juste à côté, ou avant on allait dans nos préfectures, même nos sous-préfectures. Là maintenant, on va sur internet, on regarde et puis on peut avoir un rendez-vous à Marseille pour faire son passeport. Donc voilà, donc les besoins de mobilité sont différents, donc d'où avec des facteurs nouveaux qui nous obligent à les gérer d'une manière la plus juste possible. Et la manière la plus juste possible, c'est la mise en place de ces mobilités. Et ensuite, chaque communauté de communes doit mettre en place ce qu'on va appeler un plan de mobilité simplifié, de manière à mieux prendre en compte la réalité de son territoire et puis à rattraper les 17 intercommunalités régionales qui ont beaucoup d'avance, qui ont leur transport urbain et qui ont cette culture de l'organisation des transports, des déplacements et des mobilités que n'ont pas les 90% du territoire régional. Mais il y a également une notion participative, parce qu'en fait, dans ces bassins, il y a des comités de bassins. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une discussion qui se passe entre les utilisateurs, les politiques, les opérateurs de transport. Alors, ça marche, ça fonctionne? Alors, la création des comités, ça ne fonctionne pas encore comme on souhaiterait que ça puisse fonctionner, parce ils ont été mis en place juste avant le Covid. Donc, on a eu 2 ans où les choses ont été malheureusement bloquées. Donc, ça va reprendre. Les bassins de mobilité, c'est une échelle représentative de mobilité du quotidien. Ce que je disais, ça doit mieux assurer le service qui est rendu aux usagers. Là-dessus, il y a ce qu'on appelle des comités de mobilité qui seront mis en place, des comités opérationnels. Dedans, on aura des représentants d'usagers, on aura des représentants d'entreprises, on aura en tout cas toute typologie d'acteurs qui a besoin de mobilité ou qui a besoin d'organiser ces mobilités. Je pense que c'est une manière de voir les déplacements, de voir les transports et de voir les mobilités, je dissocie les trois, de voir les mobilités, les transports et les déplacements d'une manière beaucoup plus partagée. Et puis les communautés de communes, qui jusqu'à présent, elles ne s'occupaient pas de ça. On avait éventuellement un peu de transport à la demande, de services à la personne, pour aller chercher une personne. C'est les centres communaux d'action sociale qui éventuellement mettaient en place, pas dans toutes les communes, là où il y en a, et des services qui permettent en particulier aux personnes âgées d'aller chez le médecin, d'aller éventuellement faire ses courses, d'aller chercher. Donc ça, c'est des choses qui sont organisées à la marge et pas partout. Donc là maintenant, les communautés de communes de 20 000, de 15 000 habitants, 25 000, ce qu'elles ne faisaient pas avant, elles vont se poser et puis de se dire, bon ben voilà, et elles aussi vont organiser un comité participatif avec des représentants d'usagers et d'autres, des associations. Donc quelque part, elles sont obligées de réfléchir à la manière dont elles envisagent les mobilités sur leur territoire. Est-ce qu'il y a monde de ces premiers comités de bassin, il y a déjà quelques idées, quelques tendances fortes sur les mesures à mettre en place? Pour l'instant, il y a des constats et peut-être de la précipitation. Des constats dans le sens où, sur des territoires, et sur des territoires ruraux comme le département de l'Asnières, on voit que les besoins ne sont pas les mêmes. Voilà, quand vous habitez à Nevers, vous n'avez presque pas besoin de voiture, sauf si éventuellement vous allez travailler en dehors. Alors si vous allez sur un FI et vous travaillez, vous pouvez prendre le train, il n'y a pas de souci particulier. Il y aura une petite période à gérer à partir de la rentrée de septembre. Mais si vous habitez un peu en dehors, problème de mobilité pour les jeunes, pour trouver un travail, pour aller faire ses courses, etc., tous ces constats, ils sont mis évidemment sur la table. Après, il faut les qualifier. Il faut les qualifier en quantité et puis en besoin réel. Le deuxième
point qui ressort de tout ça, c'est qu'on ne connaît pas tout ce qui existe encore aujourd'hui en matière d'offres de services. Sur l'interurbain, la région organise des déplacements, on peut prendre pour 1,50 €, on peut faire Nevers-Château-Chinon en car. On peut venir, on a organisé pour aller vers les marchés, on peut aussi aller sur... Donc ces transports-là ne sont pas assez connus. Et puis quand je dis un peu de précipitation, c'est que parfois on se dit, bah, voilà, c'est bon, on a fait le constat, comme ça un peu entre nous, il faut une aire de covoiturage, ou bah, je sais pas, il faut la faire ici. Il me faut éventuellement des bornes à tel endroit, on a besoin de telle ou telle chose, donc on va directement dans les outils. Je pense que ce qui manque, et puis le travail qui sera fait au plus près des territoires, c'est de bien définir les enjeux, et les enjeux par territoire, et pas les enjeux vus de Dijon ou de Besançon ou de Paris, mais bien identifier les enjeux, les objectifs, voir les moyens à mettre en place, et ensuite, on va vers les outils. Donc là, pour l'instant, on est sur diagnostic et outils, et il nous manque la phase intermédiaire, donc on doit mieux réfléchir. Après, il y a la question des moyens financiers, parce que quand on met en place des mobilités, quand on envisage aussi toutes les intermodalités possibles, il faudra bien à un moment donné payer, mais ça, après, on n'est pas encore à là. Mais en effet, vous financez au niveau régional beaucoup sur les infrastructures. Alors, typiquement pour les méthodes de fluidification des mobilités, il y a des leviers qui sont bien connus. On parle de mobilité douce, qui sont tout à fait possibles dans une agglomération. Alors donc, pour vous, au niveau régional, ça veut dire c'est de l'infrastructure, c'est-à-dire qu'il faut réussir à rendre ces mobilités douces praticables dans un environnement routier sur lequel, en effet, la région est à la main, entre guillemets. Alors, il y a les infrastructures, et puis il y a aussi une organisation à envisager. Il y a peut-être faire prendre des habitudes ou des nouvelles habitudes. On a mis en place, par exemple, un dispositif dont les entreprises publiques ou privées peuvent se saisir. C'est par exemple ce qu'on appelle un ticket mobilité. Un ticket mobilité, c'est une aide mensuelle qui est destinée à soutenir financièrement les salariés, les apprentis qui dépendent de leur voiture pour se rendre au travail. En gros, s'il y a plus d'une quinzaine ou une trentaine de kilomètres entre le domicile et le travail, il peut y avoir une aide prise en charge pour moitié par l'entreprise et pour moitié par la région. C'est une aide aussi financière à cela. On a aussi des aides à la réflexion, parce que aller sur les infrastructures, oui, mais pour aller sur les infrastructures, il faut bien les calibrer, il faut bien les réfléchir, tout type d'études. On a engagé, vous amenez aussi des éléments que je laisserai, mais une réflexion sur des aires de covoiturage. On a à peu près 200 aires de covoiturage, dont 100 qui sont en cours de création en région Bourgogne-Franche-Comté. Donc après, il faut savoir comment les calibrer. Une fois qu'elles sont calibrées, il faut les financer. En gros, une aire de covoiturage neuve, ça doit coûter à peu près entre 180 000 €. Hein. On ne se rend pas compte, hein, mais multiplié, donc pour 40 places, c'est les prix. Mais donc tout ça, il faut voir comment le mettre en place et comment le financer. Et nous, on a lancé des appels à projets. On a lancé également d'autres types d'aides. Hein. On a un appel à projet mobilité rurale donc, qui permet de financer des infrastructures. Et puis on a dissocié, on a aussi, parce que parfois on nous dit vous en faites trop pour les villes, vous en faites pas assez pour les territoires ruraux. Quand on est en ville, on dit vous en faites quand même beaucoup pour les territoires ruraux, pas assez pour les villes. Qu'on a mis en place, comme ça il n'y a pas de jaloux, un dispositif et une aide possible. On a appelé ça mobilité durable en milieu rural, et l'autre on l'a appelé mobilité durable en milieu urbain. Et donc, grâce notamment à des aides, on va chercher, parce que la région a aussi autorité de gestion de fonds européens, donc avec des fonds de la région et des fonds de l'Europe, on peut envisager, j'ai pris des aménagements, comme on dit, multimodaux, des places de stationnement pour les moyens de transport durable, pour des bornes, des pôles d'échange et de covoiturage, la sécurisation de la pratique des modes doux, des voies de liaison cyclables, l'aménagement de voiries douces, des renforcements de réseaux d'aménagement cyclable, etc., etc. Donc tout ça sont des choses, dès l'instant que c'est bien réfléchi, que la région peut accompagner. Puis pas très loin d'ici, puisqu'on est à Nevers, on a financé la gare multimodale, hein, juste devant au Branlay, au lycée de Branlay. Donc pareil, hein, ça fait partie des choses pour lesquelles on accompagne, on peut accompagner, on a bien accompagné la ville de l'agglomération de Nevers là-dessus, de manière à ce que ça soit beaucoup mieux organisé. Et puis, on finance aussi d'autres choses. On a des gares, on participe au financement des gares, sur leur accessibilité,
ou autres, CNCF réseau en partie, pour l'État, souvent on est beaucoup la région, et puis également toutes les infrastructures ferroviaires, on va là-dessus. Sur les routes, c'est les départements et les communes, on va pas sur les routes, mais on est plutôt sur voilà, tous les équipements et le ferroviaire. Donc toute une palette de possibilités. Ce que je vois d'après ce que vous nous dites, c'est qu'en fait tout ça, il faut l'orchestrer et que ce soit au plus près des besoins réels, identifiés sur le terrain. Mais a priori, le réseau est assez important. Alors dans les acteurs de la mobilité sur une région, le rail est un vecteur important, on en parlait. Quand on fait de la jonction intercité, le raisonnement qu'on a tout de suite, c'est de dire c'est le rail. Alors le rail, historiquement, c'est vieux, le rail, c'est même plus vieux que l'automobile. Et puis tout ça a été structuré au niveau français. On se souvient du fameux plan Freycinet 1879, si je me souviens bien. En effet, c'était véritablement on était sous le Second Empire, et puis en plus on avait Napoléon III qui était un fan de train dans l'ensemble, et qui a donc structuré tout ça. Il fallait qu'il y ait véritablement un réseau complètement maillé. Tout ça a connu son apogée au moment de la guerre 1914. On a commencé à se restructurer, on a commencé à fermer des voies juste avant la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, la remise en question du rail dans les mobilités, elle est relativement récente dans l'ensemble. Et la diffusion du véhicule individuel massivement à partir des années 60, on a vu le trafic voyageur baisser de manière inexorable. Alors, les enjeux qu'on a donnés, moindre impact carbone, des plans qui viennent d'être définis et qui sont fortement dotés au niveau français sur la partie réseau, dit c'est la renaissance du rail. Quelle solution par rapport au train lourd qui était le standard après la Seconde Guerre mondiale? Il y a du nouveau là. Au niveau ferroviaire, c'est sûr qu'on fait partie généralement, alors en France et dans d'autres pays, si on regarde l'histoire des États-Unis, c'est exactement le même modèle. Le rail a permis d'aller conquérir les territoires, les conquérir, les aménager, les industrialiser. Et qui dit industrialisation dit aussi transport de masse, transport d'ouvriers, construction de villes, construction de gares. Et à l'époque, on ne se posait pas la question de savoir si on prenait la voiture ou le train pour aller au travail, c'était forcément le train qui vous conduisait d'une cité ouvrière à l'usine. On n'est pas très loin de ce modèle dans les zones denses de mass transit, puisque quand on vit dans des zones, dans des mégapoles, le transport individuel est condamné à l'arrêt, au bouchon, alors que une voie de bus, ça passe, un train, ça passe. Donc sur tous ces sujets-là, effectivement, le terme de mobilité a vraiment tout son sens, y compris dans le ferroviaire, mais pas que. Au niveau du ferroviaire, effectivement, par cette histoire de construction, la France est un des pays d'Europe qui a le plus gros maillage de rail, le plus gros maillage ferroviaire. C'est 30 000 km de voies en France. Par contre, ce qui est très surprenant, c'est la diversité de taux d'utilisation de ce réseau. Il y a quand même plus d'un tiers du réseau qui ne voit passer que 1% des trains. Ça veut dire qu'il y a des zones qui sont hyper exploitées, voire saturées, pour lesquelles il ne suffit pas de rajouter des trains pour transporter plus de monde, c'est le réseau qui va limiter, c'est l'infrastructure qui va limiter le transport. Donc là, il faut réfléchir autrement, peut-être avec, c'était testé aussi pendant le Covid, avec des décalages d'heures de prix de service de travail, pour éviter d'avoir des creux et essayer de faire de la régulation de taux d'utilisation du transport. Que finalement, ce n'est pas saturé à 100% H24, c'est saturé sur des heures de pointe. Donc peut-être retravailler aussi avec ces sujets-là, avec les sociétés, toujours dans une démarche de Pareto, quelles sont les sociétés où il y a le plus de besoins, et puis peut-être faire des horaires décalés. Bon, ça c'est de la régulation pour le mass transit, c'est pas forcément le sujet qui nous occupe. Pour le cas, et pour répondre à votre question, on est bien d'accord. Je vous dis là, vous êtes effectivement autorité organisatrice et organisateur du transport public, en l'occurrence, pour ce qui intéresse la SNCF. De ce point de vue-là, nous, notre job, c'est d'être à l'écoute du politique, à l'écoute du donneur d'ordre, à l'écoute du sponsor, pour apporter des solutions multiples, pour qu'ensuite vous puissiez faire des choix et que vous puissiez choisir le meilleur en fonction de vos besoins et des contraintes aussi, financières, temporelles, sociales, sociétales. Ça coûte cher un train.
un train TER neuf à l'achat, c'est selon les options, selon le mode de motorisation, c'est beaucoup d'argent public. C'est 10 à 12 millions d'euros pour un train TER. Mais alors justement, est-ce que le train TER, c'est le plus petit maillon possible? Non. Parce que justement, Aujourd'hui, alors, si on s'intéresse uniquement au ferroviaire, et je ne vais pas parler du multimodal, parce que la SNCF, c'est un groupe, j'ai envie de dire qu'on va du vélo jusqu'au TGV. oui, vous biaisez la question. On va revenir du rail, c'est pour ça sur le rail. Sur le rail, il y a rail lourd et desserte fine. Sur du rail lourd, du réseau ferré, effectivement, aujourd'hui, le TER, si on exclut un modèle un peu exotique qui s'appelle le tram-train, c'est pas du tramway, c'est pas du train, c'est du tramway qui a le droit de rouler sur le réseau ferré national. Mais sinon, le modèle le plus petit aujourd'hui, c'est le TER. On travaille à des modèles que j'aurai le plaisir d'exposer au salon avec de belles maquettes, des modèles qui sont, on va dire, un avenir de mobilité de proximité. Ça va donc du TER électrique pour avoir des solutions décarbonées. Version intermédiaire, un petit peu plus petit, 80 voyageurs maxi. On va avoir un produit qui s'appelle Drezy, avec une autonomie de 80 à 100 km. C'est pour faire de la petite ligne, point A, point B. Tout en électrique. Tout en électrique. Et encore plus petit, on a un modèle qui s'appelle Flexi, qui est un rail route. Alors, ok, on quitte un peu le rail, mais on y est encore. On est dans l'hybridation. On est dans l'hybridation modale. Un rail route, c'est donc une navette de transport de 9 personnes. On a des vocations dans nos rêves d'innovation les plus fous de véhicules autonomes, mais pour l'instant, c'est 9 passagers plus un conducteur. Le principe de Flexi, je donne un exemple, c'est d'aller dans une maison de retraite pour aller chercher des résidents qui ont pu avoir planifié un examen médical pour lequel il y a besoin de prendre le train, par exemple d'aller à Dijon. Eh bien, ce Flexi va aller à la maison de retraite, va emmener par moitié rail, moitié route à la gare la plus proche, avec une autonomie entre 30 et 50 km, ce véhicule, selon le relief, selon 30 à 50 km. Et son point d'arrêt, ça sera effectivement la grande gare la plus proche. À l'arrivée du trajet, donc au terminus du voyage, notre navette Flexi pourra prendre en charge ces mêmes résidents pour les emmener jusqu'à l'hôpital en mode route, en 100% électrique. Donc ça, c'est un projet pour lequel la SNCF est très engagée en consortium ou en partenariat avec plusieurs industriels. Je pourrais préciser tout ça demain au salon, et pour lequel, effectivement, ça fait partie des solutions à la carte qui sont proposées aux politiques, aux décideurs politiques, et qui pourront être aménagées sur le territoire de manière différenciée. Et ça permet de répondre à presque du porte-à-porte, en fait. Alors, pour qu'on fasse ça... C'est un enjeu sociétal, voire un enjeu de service public pour nous. Alors, donc ça veut dire, en filigrane, on voit le fait de réutiliser en fait ce réseau ferroviaire qui a été délaissé ces 30-40 dernières années. Oui, alors délaissé ou moins emprunté, parce qu'il faut savoir que, alors je ne veux surtout pas polémiquer sur ce sujet-là, mais on lit dans la presse assez régulièrement, la SNCF ferme la ligne, la SNCF ferme la gare. C'est pas la SNCF qui décide. En fait, s'il est décidé, dans le cadre d'une convention d'exploitation avec la région, que effectivement cette ligne-là, au vu de sa fréquentation, ne répond plus à un besoin de la population, effectivement la ligne va être en interruption d'exploitation. Par contre, au niveau réseau, ça ne veut pas dire qu'elle est condamnée ad vitam aeternam. Elle est mise en sommeil et on continue. Des fois, elle peut être arrêtée sur un certain nombre d'années, on se met d'accord, pour peut-être redonner des moyens et redéployer le matériel sur d'autres lignes où les territoires ont plus besoin, puisque entre le moment où on voudrait acheter un train et le moment où on le reçoit, il se passe 4 à 5 ans sur un programme. Donc pendant cette période de transition, on peut décider par régulation du parc machine d'une région, de dire voilà, cette ligne-là on l'arrête, on réduit les horaires, on fait 2 trains de moins, et ces trains-là on les redistribue sur d'autres services pour en renfort.
Donc ça veut dire qu'il y a des lignes aujourd'hui qui ne sont plus utilisées. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont plus utilisables. Voilà. Par contre, il y en a d'autres qui ne sont plus du tout utilisées et qui nécessiteraient une réflexion si on voulait les rouvrir. Mais l'idée du véhicule Drési ou Flexi, c'est d'utiliser des rames, ce sont des trains légers. On a un troisième projet que je n'ai pas cité, enfin, je ne l'ai pas nommé, mais je l'ai cité, le premier qui était le TER 100% électrique, s'appelle le train léger innovant. Donc ça roule sur le réseau, mais c'est plus du rail lourd. C'est-à-dire que ça peut emprunter des réseaux qui méritent peut-être un petit peu moins d'attention et de réduire les coûts d'entretien d'infrastructure. On stresse moins effectivement l'infrastructure, ce qui permet, d'après nos projections, de réduire le coût d'exploitation entre le consommable, entre l'allègement du matériel, entre la maintenance beaucoup plus légère aussi, moins de pièces, moins d'organes complexes. On vise de réduire de 60% le coût d'exploitation de ces matériels, avec des produits plus simples sur des infrastructures moins sollicitées. Donc on est sur des modèles dynamiques, basés sur la recherche et l'innovation, avec des partenariats. Et là, je ne vous parle pas de produits qui circuleront en 2050. Là, les projets que je vous cite verront le jour, pour certains existent déjà au stade de démonstrateurs, et les autres verront le jour entre 2025 et 2029. Donc c'est demain, c'est pas après-demain, c'est demain. C'est chez vous que ça se fait, là, c'est à Nevers, ça? Alors, la fabrication, non. Par contre, la partie maintenance, étude de ce qu'on appelle le soutien logistique intégré, c'est-à-dire la documentation de maintenance associée, les outillages pour réaliser la maintenance, la formation des personnels et des conducteurs, la définition des règles de gestion et d'exploitation, effectivement, Nevers est centre national pour les sujets qui sont liés aux mobilités du territoire. Vous êtes en plein dans le territoire. Donc ce que je comprends, entre la région et la SNCF, il y a de nouveaux outils, les nouveaux besoins sont identifiés, donc après c'est une synchronisation entre les deux pour leur mise en œuvre et leur fonctionnement. Je vais poser une question parce que là on parle un petit peu en creux de l'utilisateur, mais l'utilisateur on le retrouve à travers les associations et tout le discours. On parle des transports en commun et de cette régénération qu'on voit là, mais on a également donc l'avènement du véhicule électrique et la promotion du véhicule électrique à tel point qu'il y a cette association BFC Mobilité électrique qui est militante pour l'utilisation du véhicule électrique. On a tendance à parler du véhicule électrique pratiquement en milieu urbain, donc là on est dans un milieu beaucoup plus diffus. Ça marche, ça, monsieur Brossier, le véhicule électrique en milieu un peu ouvert et dispersé? Oui, tout à fait. La mobilité électrique, elle fonctionne en milieu urbain comme en milieu rural, par exemple. Simplement, on ne va pas utiliser les mêmes objets de mobilité. En milieu urbain, on va avoir du deux roues, par exemple, de la trottinette, du vélo assistance électrique pour des trajets de très courtes, de petites distances, autour d'une vingtaine de kilomètres, à 20 kilomètres, c'est parfaitement adapté. On va prendre de la livraison en ville, livraison en véhicules électriques, utilitaires aussi. On va trouver aussi, bien sûr, des voitures, bien entendu, les transports en commun qui seront électriques aussi, les bus, les batteries, hydrogène. On a aujourd'hui différentes technologies qui sont déjà, tout ce dont je viens de parler, c'est disponible et c'est en constante amélioration. Alors, la question, si vous voulez, simplement, c'est important de signaler, en quoi, quand on parle électrique, c'est-à-dire on parle d'énergie. Donc, le gros changement, il est surtout dans l'énergie qui est utilisée par tous ces objets de mobilité qui n'ont pas de peu d'échappement. Donc, on passe effectivement du thermique à l'électrique. L'intérêt de tout ça, c'est qu'on va baisser considérablement toutes les émissions de polluants, évidemment, en milieu urbain, où elles sont particulièrement concentrées. Je pense aux particules. L'Agence européenne de l'environnement nous signalait qu'en Europe, c'est près de 240 000 personnes qui meurent prématurées liées aux particules, c'est 43 000 en France. Pour voir ça par rapport au chiffre du Covid, vous voyez, c'est considérable. Donc, la mobilité électrique, elle contribue en tous les cas à résoudre déjà un problème de santé publique. Donc, elle a un vrai intérêt par rapport à la santé publique, et puis ensuite, évidemment, par rapport à l'environnement, puisqu'il n'y a pas d'émissions de CO2, d'autres polluants. Donc, elle trouve tout son intérêt. Donc, aujourd'hui, on a des objets de mobilité qui sont en développement. On parle beaucoup de la voiture, évidemment. La voiture électrique, c'est l'actualité quotidienne, et c'est pas terminé. Ça nécessite effectivement de l'accompagnement, comme vous l'avez dit. C'est le rôle de notre
notre association, comme d'autres en France, on fait partie d'un réseau national affilié à l'AVER France, l'association nationale, et on porte un programme de formation qui s'appelle Advenir Formation auprès des élus, pour expliquer tous ces changements et donner tout, apporter des réponses sur tous les aspects financiers, législatifs, pratiques, mise en œuvre de bornes, etc. On s'adresse aussi aux professionnels de l'immobilier, parce qu'il y a un travail considérable à faire en termes d'équipement d'infrastructures de charge pour véhicules en copropriété, immeubles collectifs. Et puis on s'adresse aussi au grand public et aux étudiants en particulier. Et l'utilisateur, le passage à l'électrique, chambouler ses habitudes, là, ça fonctionne, ça marche, il adhère au principe, ou alors il faut vraiment lui tordre le bras pour qu'il passe sur l'électrique. Alors, suivant les objets de mobilité, comme on l'a dit, si je prends par exemple, j'en prends deux, le vélo à assistance électrique, qui s'est quand même considérablement développé, et c'est du développement à 2 chiffres tous les ans, qui est un véritable objet de mobilité très intéressant, évidemment, une première alternative à la voiture, en tous les cas en milieu urbain, enfin, mobilité individuelle, j'entends, bien sûr. Mais là, c'est quelque chose qui s'est démocratisé aujourd'hui, on peut dire que c'est vraiment connu de l'ensemble de la population. La voiture électrique, c'est évidemment connu aussi de plus en plus, et en 3 ans de temps, par rapport à fin 2020, on a triplé le parc de véhicules électrifiés en France, par exemple aujourd'hui 1 200 000 véhicules environ. Et puis les infrastructures de charge, parce que ça c'est surtout, c'est au niveau de voiture électrique, voiture thermique, j'ai tendance à dire, c'est la même chose, juste que c'est un peu différent. C'est un peu différent surtout au niveau de remplir le réservoir, en fait. C'est essentiellement ça la différence. Un des gros points, quand les véhicules électriques sont sortis, on se souvient sur toutes les remarques qui étaient faites au moment où Renault a sorti sa Zoé, mais c'était ce qu'on appelle le range anxiety, c'était en effet le fait de dire mais je vais tomber en panne un peu de kilomètres, etc. Vous voyez un changement des mentalités vis-à-vis de la façon dont l'utilisateur maîtrise l'énergie qu'il a à bord, ou est-ce que ça reste toujours un point de blocage majeur? Alors, je viens repartir effectivement du lancement de la Zoé, c'était exactement il y a 10 ans, c'était en mars 2013, et j'en souviens très bien, donc ça fait 10 ans. Aujourd'hui, la Zoé, il faut raisonner en dynamique par rapport à ce sujet-là. La Zoé d'aujourd'hui a 3 fois plus d'autonomie que la Zoé de 2013. Tout ça pour le même prix, le même volume et le même poids de véhicule. Donc, on voit tout de suite là l'évolution technologique considérable qui a eu lieu et qui continue, qui se poursuit. Ça, c'est chose qui est important d'avoir en tête. Et puis ensuite, en 1 an, par exemple, les bornes de charge sur le domaine public ont évolué c'est plus 70% de progression en 1 an, et on arrive aux 100 000 points de charge qui étaient annoncés sur le domaine public. Mais un véhicule électrique, en fait, 95 ou 98% du temps, on va le recharger chez soi ou sur le lieu de travail. Donc aujourd'hui, il y a c'est effectivement on peut être anxieux à l'époque avec une autonomie réduite. Donc, cette autonomie est beaucoup plus importante aujourd'hui. 300 km, c'est le minimum, 300-400, voilà. Et puis on a des infrastructures de charge qui se développent extrêmement vite, soit sur l'initiative privée, on voit les supermarchés, etc., se multiplier beaucoup de stations de charge, c'est même pas les bornes, c'est des stations. Et aussi au niveau de l'initiative publique, et donc Michel Pulver est là représente la région, nous sommes associés à la région, sur l'initiative de la région, sur une étude, donc un schéma de cohérence d'implantation d'un véhicule de recharge de véhicules électriques, donc sur toute la région pour 2025, 2030, 2035. Voilà. Ça c'est une étude, ce schéma est en cours, il devrait sortir au mois de juin, et derrière, les départements, par le biais notamment des syndicats d'énergie, vont emboîter le pas avec la mise en œuvre de ce qu'on appelle le schéma directeur d'implantation de recharge pour véhicules électriques. Donc on est sur une démarche par rapport à 2013, qui était une démarche, on était à l'époque des pionniers, on est aujourd'hui dans une véritable démarche industrielle, développement du véhicule électrique et de son système d'avitaillement. Alors, il y a encore beaucoup de travail à faire, parce que l'objectif des 100 000 bornes de recharge qui avait été donné et qui normalement aurait dû être atteint fin 2021, si je me souviens bien, on va y être fin 2023. Donc, avec un taux de service des bornes de charge qui n'est pas au niveau des attentes, puisque différents opérateurs, pas d'interopérabilité, du matériel qui n'est pas fiable, on considère qu'on est à peu près à 75 000 sur les 100 000 bornes qui étaient prévues, et sur un niveau où on dit qu'il y a à peu près 75% des stations qui sont utilisables. Il y a encore un
peu de progrès à faire dans l'ensemble. Donc, en effet, il y a beaucoup de cohérence à mettre là-dessus. Et une question que j'aimerais mettre un petit peu en chapeau sur tous les plans de développement qu'on a sur l'ensemble. En fait, si on fait par rapport à la politique de la région, il y a plusieurs façons de prévoir le futur. C'est de prendre une courbe actuelle et puis de la continuer avec la même pente. Et de se dire, si on est là, les 10 précédentes années, on a fait ça, les 10 prochaines, on suit la courbe et ça va bien. Et on a quand même énormément d'impact, vous en parliez tout de suite, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une acceptabilité du véhicule électrique qui n'est plus la même en 2023 qu'elle était il y a 10 ans. C'est-à-dire que le contexte change, et puis le contexte économique change aussi. On a parlé tout à l'heure de la crise du Covid, et la crise du Covid, c'est l'avènement du télétravail. Les gens qui le peuvent, c'est également la possibilité de travailler à partir de chez soi. Donc, on peut questionner également la notion pourquoi se déplacer. C'est-à-dire que, est-ce que demain, on se déplace de la même façon? Est-ce que la pensée qu'on a sur les infrastructures et les moyens dont on a besoin, tels qu'on le voit actuellement, ne vont pas être battus en brèche parce que justement, il y a une mutation dans la façon dont les utilisateurs vont avoir besoin ou pas de se déplacer dans le futur. Alors, on est dans un territoire en effet très dispersé, où en fait il y a de la liaison domicile-travail, le tertiaire est moins représenté. Est-ce que cette dimension-là de prospective sur l'organisation des modes de vie, c'est quelque chose que vous prenez en compte dans vos réflexions? Il y a plusieurs choses dans votre question. Il y a un travail d'anticipation qui est important et l'intérêt des schémas de planification et puis des schémas directeurs qui suivent de manière à faire les choses de manière la plus cohérente possible, elle est indispensable. Alors, un conseil régional, une région, on a des schémas, on a plusieurs types de schémas régionaux, parfois on peut nous le reprocher, mais sans ces différents schémas, on ne peut pas comprendre la situation dans laquelle on se trouve, et puis on peut difficilement se projeter. Et puis quand on essaie de se projeter, c'est un pari aussi qu'on peut faire dans l'avenir. Et là-dessus, sur la question des mobilités, il y a aussi d'autres phénomènes qui viennent s'agréger, et donc on est sur des questions d'évolution de la société, voire d'évolution sociétale. Il y a 3 ans, je ne pensais pas que je ferais autant de visio que je peux en faire aujourd'hui, par exemple, parce que depuis, il y a eu ce virus qui nous a confinés chez nous, et puis ça nous a permis de voir peut-être les choses autrement. La question aujourd'hui, c'est de trouver le bon équilibre. On est d'abord des humains, et donc avec des relations humaines, physiques qu'on doit de toute façon favoriser. Ensuite, il faut avoir au nom de quoi la technologie et l'innovation doit se mettre au service. Pour jouer au football, on aura toujours besoin d'aller sur un terrain de football. On peut jouer sur FIFA. C'est moins drôle. Ça peut être drôle, mais en tout cas... C'est moins convivial peut-être. Oui, l'endorphine à la suite de l'exercice, elle n'est pas la même. D'un côté, on peut avoir l'endorphine qui nous permet de bien dormir. De l'autre, à mon avis, on est plutôt excité et on a du mal à dormir. Mais on aura toujours besoin de toute façon de ces interactions humaines. Donc voilà, donc nous on essaye de se projeter pour voir comment organiser au mieux les transports en fonction des besoins on a déjà beaucoup de retard aujourd'hui. Quand je parlais tout à l'heure de recul de certains services publics ou autres, on a besoin aujourd'hui, on doit organiser les transports et les mobilités de manière à ce que les gens puissent aller travailler. Sur les loisirs, ça ne change pas fondamentalement, mais pour avoir accès aux services, donc ça, c'est en cela que la collectivité, pour aller à l'école, on ferme surtout dans des territoires comme les nôtres, de plus en plus d'écoles, donc l'organisation d'un transport compétence région, on transporte 140 000 jeunes, la région, Bourgogne-Franche-Comté, conseil régional, 140 000 jeunes tous les ans. Donc vous fermez une école, les transports, et l'organisation des transports, elle est différente. Donc voilà, on a tous ces paramètres liés déjà aux besoins du moment sur lesquels on doit s'adapter parce qu'on a déjà beaucoup de retard. Et là où moi j'ai quelques craintes, c'est que parfois, dès l'instant qu'on met en place quelque chose, on a le sentiment de plus en plus que dès l'instant qu'on l'a mis en place, on est peut-être déjà en retard sur le coup d'après. J'entendais sur les transports et sur les trains. Alors les trains, sur les TER, c'est la région qui les achète et qui les met à la disposition de SNCF Mobilité. Mais là, par exemple, on vient d'acheter 24 trains dans la région. On a
un peu moins de 200 millions d'euros. Sur ces 24, c'est des Régiolis, on a aussi quelques... et puis on achète aussi 3 trains, on achète 3 trains à hydrogène qui vont faire La Roche-Migène à Auxerre. Donc ça, on essaye d'aller vers un autre type d'énergie pour propulser nos trains. Mais une fois qu'on a mis en place tout ça, on nous dit, on peut entendre, et c'est intéressant, c'est bah, tiens, on a d'autres types d'usages, on a d'autres types d'outils qui peuvent être mis à disposition des mobilités. Et la question qui se pose de plus en plus, pour peut-être aller encore plus en entonnoir en réponse, c'est la question du dernier kilomètre. C'est, en gros, on sait organiser les transports pour aller d'un point A à un point B avec des trains, actuellement avec les cars, en voiture, mais souvent on voit qu'il y a un problème. Voilà, vous arrivez à la gare, pour aller chez le médecin, pour aller à tel endroit, comment vous faites? Il peut y avoir des taxis, mais là on n'est pas sur l'organisation collective des transports. Et donc il y a sur ce dernier kilomètre, sur lequel on doit, à mon avis, beaucoup plus travailler. J'ai entendu tout à l'heure le Flexi, c'est ça, le train, quand vous l'avez appelé? C'est un rail-route. Le rail-route. Donc ça peut être une solution d'ailleurs, d'aller là, on peut faire ce dernier kilomètre. On a aussi d'autres types de mobilité. Vous allez dans beaucoup de communes où on peut avoir aussi besoin. Moi, sur ma commune de résidence à Cône, j'arrive à la gare, j'ai pas par exemple un réseau de vélos électriques qui peut être organisé pour faire mon kilomètre, mes 2 kilomètres, pour éventuellement aller chez moi ou aller faire ce que j'ai à faire, ou peut-être. Donc ça fait partie des chantiers énormes sur lesquels on doit continuer à travailler et continuer à inciter les territoires, les communautés de communes, les élus des territoires, on doit les acculturer. On en parlait en aparté tout à l'heure en préparant cette réunion, mais il y a aussi un sujet d'acculturation des élus qui n'ont pas eu l'habitude jusqu'à présent d'organiser des transports. Rappelez-vous du chiffre que je vous donnais tout à l'heure, 17 agglomérations dans la région Bourgogne-Franche-Comté, un peu moins de 340 communes sur 3500, c'est-à-dire qu'il y a plus de 3100 communes en région Bourgogne-Franche-Comté qui n'ont pas cette culture d'organiser les transports. Donc le sujet, il est là aussi. Donc là, il faut apprendre, il faut faire apprendre, toujours se questionner sur le modèle qu'on a mettre en place. Alors, si autant sur les usages, il y a vraiment des questions, la partie sous-jacente dont on parlait, c'est sur la partie environnementale, parce que mon point d'entrée tout à l'heure, c'était de dire aussi décarbonation, verdissement, être plus respectueux de l'environnement d'une façon, mais se déplacer par définition, ça c'est imbattable, messieurs, c'est consommer de l'énergie, à partir du moment où on se déplace. Donc mais il faut des véhicules qui soient adaptés, mais aussi des sources d'énergie qui soient adaptées aux différents usages. Alors là, je vais me retourner un peu ce que j'ai donné nos technologues tout à l'heure, c'est-à-dire que des sources d'énergie, on a parlé d'électricité, vous aviez parlé du plan hydrogène que vous mettez en place sur la région, on a des hybridations, tout ça, on sort du modèle unique du pétrole pour arriver avec une grande complexité. Alors, quelle source d'énergie, quelle chaîne de traction là, je viens de me retourner vers Bruno Jamet, du pôle du véhicule du futur, puisque ça, c'est votre domaine comment dire, c'est votre terrain de jeu de tous les jours, ça, de trier et d'essayer de mieux comprendre et d'amener une compréhension sur ces domaines-là. Alors, déjà, merci pour les questions, ou plutôt pas complètement merci, parce que si on parle de quelle est l'énergie du futur, c'est peut-être le charbon. Le charbon, quand on a un problème d'impréparation, que ce soit sur l'état du parc nucléaire ou l'acceptabilité des renouvelables au plus proche des territoires. Donc, voilà. C'est quelque chose qui est absolument pas souhaitable, il faut bien prendre regard, être réaliste sur le besoin énergétique et ses tendances. Il y a eu un rapport RTE avec des perspectives 2050 qui a été publié et qui dit quels sont les besoins selon certaines hypothèses. Et si jamais on ne suit pas des scénarios, il faut s'assurer que le scénario, en tout cas, qui est suivi in fine, soit compatible d'autres choses que le charbon. Actuellement, je rappelle que quand on apporte du gaz des États-Unis, il y a une partie qui est du gaz de schiste. Donc, ça, c'est la réalité. Alors, après, Monsieur Schmitt banne sur les locomotives, on le dit tout de suite. c'est provoquant, ce que je dis. Mais c'est réel. Je veux dire, à un moment, il y avait une perspective en Allemagne, tiens, super, on va faire plein de renouvelables, il faut parité gaz pour la continuité du réseau électrique. Et puis à un moment, on va faire, on a quelqu'un qui était bien sympa, qui est tout très sympa, qui ne fournit plus de gaz. On va commencer les centrales à charbon. Voilà,
Donc, faut se méfier de ça. Donc, pour revenir aux véhicules, parce que effectivement, pour voir les véhicules, les engins, il faut de l'énergie. Et cette énergie, il faut soit partir d'une énergie primaire, soit une énergie fossile, de préférence, il faut éviter. Mais actuellement, le pétrole, c'est une énergie fossile extrêmement sympathique, en termes de densité énergétique, en termes d'état, qui est un état liquide à température ambiante. Et du coup, voilà, ce qui se passait jusqu'à maintenant, c'est qu'on n'avait aucune question à se poser. Énergie abondante, facile à stocker, pas cher. Donc du coup, pétrole, que ce soit avec une petite C3 diesel en ville qui n'avait pas de sens, voilà, ou à l'inverse avec des gros véhicules pour faire de longs trajets qui ne sont pas non plus pertinents. Parce que l'énergie est pas chère et l'énergie est facile à stocker. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on substitue l'énergie la plus facile qu'on ait à disposition par d'autres choses qui sont forcément moins faciles. Hein. Voilà, c'est logique qu'on a commencé par le plus facile et pas cher. Et alors les alternatives qui sont actuellement à l'étude, avec plusieurs perspectives. D'une part, de dépollution. La pollution, c'est un impact local, avec des impacts sanitaires, hein, en termes de décès annuels en France, en Europe, ça a été mentionné. Et il y a aussi ce qu'on appelle la décarbonation. La décarbonation, on va dire que c'est, pour simplifier, le CO2 a une contribution majeure sur le réchauffement climatique, donc c'est un impact global. Et donc, du coup, en fait, dépollution et décarbonation sont deux objectifs, voilà, parmi d'autres. Pour faire la décarbonation, on a la solution de l'électrification, qui est un axe important. L'électrification, ça veut dire soit stocker l'énergie électrique dans le véhicule, il y a des systèmes de batterie, le plus classique, soit le stocker sous une autre forme, par exemple l'hydrogène. Et donc du coup, quand je disais c'est une énergie la plus facile à stocker, c'est tout ce qui est pétrole et les dérivés tels que l'essence et le diesel. En termes de capacité à stocker de l'énergie dans 1 kg de batterie, on va dire on a 0,2 kWh, c'est l'unité d'énergie, voilà, 0,2 au niveau du pack, et on va être à 12 000 pour l'essence ou le diesel. C'est-à-dire qu'en fait on a un facteur 60. C'est-à-dire que quand vous avez 1 kg d'essence ou de diesel dans votre véhicule, pour avoir la même énergie embarquée, il faut 60 kg de batterie. Donc on comprend évidemment, en termes de masse, l'augmentation actuelle de masse des véhicules, puisque l'utilisateur essaye de garder une autonomie à peu près pas trop différente de ce qui était possible avant. L'hydrogène, ça me paraît aussi très sympathique, mais c'est quand même pas simple. Dans 1 kg d'hydrogène, on a 33 kWh, voilà. Donc ça veut dire 3 fois plus que dans l'essence ou du diesel, donc on dit super sympathique, si ce n'est qu'en fait, à pression ambiante, température ambiante, 1 kg d'hydrogène prend 11 mètres cubes à peu près. Donc du coup, ça ne fonctionne pas. Voilà, parce qu'avec 1 kg d'hydrogène, on va faire un peu comme avec 6 litres de diesel, on va faire 100 km sur une voiture particulière. Donc ça, c'est un vrai problème. Et du coup, l'hydrogène, si on a avec l'hydrogène, il va falloir stocker l'hydrogène soit à très haute pression, 700 bar, mais malgré tout, c'est assez lourd et lumineux, soit sous forme cryogénique, mais bon, moins de 253 degrés, ça nécessite des petits dispositifs spécifiques, et il y a encore d'autres alternatives. Donc voilà, en partant d'une énergie facile à utiliser, mais qui a des impacts en termes d'émissions polluantes, et encore plus dramatique, si je fais une graduation, la mère de tous les batailles, c'est la décarbonation, sans aucun doute. Mais après, voilà, on s'éloigne de ça. Et donc, du coup, les alternatives, c'est pas une lubie de se dire, tiens, on va électrifier. Non, c'est vraiment de se dire, maintenant, on a des enjeux climatiques, des enjeux aussi en termes d'approvisionnement de cette énergie. Le pétrole, même si on n'utilisera jamais la dernière goutte de pétrole, n'empêche qu'il y aura une décroissance de la production et du coup, on va devoir trouver de fait des alternatives. Voilà, on est en plein là-dedans, dans tous les usages, que ce soit ferroviaire, on citait les rames TER hydrogène, les 3 qui vont être mises en place, sur des bus à Dijon, des bus hydrogène, à Auxerre et également à Belfort. Voilà, et donc du coup, c'est la grande question, quelle énergie pour quelle mobilité à l'avenir? Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... on avait, comme on dit en auvergnat, le pétrole c'était le silver bullet, c'était la solution magique qui répondait à tout. Mais là, on arrive sur une grande complexité de choix. Pour Monsieur Lemoine, je reprends votre expression, c'est que chaque énergie a son dark side dans l'ensemble. Donc, il y a quelle est la matrice de choix? On a pris quelques chiffres, 10 kWh d'énergie à peu près dans un litre de carburant liquide. On va l'arrondir entre du diesel et de l'essence, on a à peu près la même magnitude. On est à 200-250 Wh par kilo, on le répète parce que c'est vraiment important. Donc
il y a la bonne énergie par rapport au bon vecteur de mobilité, par rapport au bon usage. C'est quoi votre analyse de ce réticule complexe? D'abord, rappelons qu'il n'y a pas de mouvement sans dépense d'énergie. Il faut donc qu'on produit avant de consommer. Que, comme les œufs, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il n'y a pas de transformation énergétique sans impact environnemental. Même les énergies les plus propres, un barrage, il y a un impact environnemental. Une éolienne a un impact environnemental, un panneau solaire là aussi. Il n'y a pas, malheureusement, de solution miracle qui permettrait de cocher toutes les cases. Il y en a beaucoup. L'empreinte au sol, la raréfaction de l'eau, l'eutrophisation des sols, la consommation des minéraux. Il y a des indicateurs environnementaux en très grand nombre et nous n'avons pas d'énergie ou de mode de production d'énergie qui coche encore une fois de façon idéale tout. Donc la question ensuite qui vient, c'est la meilleure utilisation de cette énergie sur toute la filière de production jusqu'à l'utilisation. On appelle les bilans du puits à la roue. Que va-t-on faire de l'énergie et comment va-t-on l'utiliser en essayant d'être le plus efficace possible? De façon transversale, se pose la question de l'analyse du cycle de vie. Si on se rend compte que pour un véhicule, le meilleur usage, c'est l'électricité, il faut ensuite voir quel est l'impact qu'aura sur l'environnement, sur la durée. L'usine qui fabrique l'électricité, l'usine qui fabrique la batterie elle-même, le recyclage, etc. C'est tous ces aspects-là qui, combinés, permettraient de choisir quelle serait la bonne énergie pour un usage. Et là où ça devient très compliqué, c'est que l'usage est souvent un peu mal défini. On veut tout faire à un seul véhicule. On voudrait que le train aille partout. On voudrait que la voiture puisse rouler à 200 km/h et transporter un sac de béton le dimanche. Donc là, on est confronté à des choix, des compromis qui nous éloignent parfois de l'optimum de l'utilisation de l'énergie. Et comme disait Volodymyr à l'instant, on a 3 grands scénarios aujourd'hui qui se présentent devant nous: le tout électrique, à partir du renouvelable, le passage par le vecteur hydrogène, et puis des combustibles alternatifs. Nous entendons parler des e-fuels, il y a d'autres types de biocombustibles. Une étape intermédiaire qui est l'utilisation de combustibles fossiles, mais avec une part de renouvelable dedans, qu'on appelle des mélanges gaz naturel hydrogène, qui sont très utilisés par exemple en Italie. Donc pour répondre à votre question, c'est difficile lorsque l'usage est flou et exigeant d'y apporter une réponse claire sur ce que peut être la bonne énergie et le bon véhicule à mettre en place. Et si on fait une analyse, si on prend un axe d'analyse, qui est par exemple, on a vécu cet hiver une difficulté au niveau de l'énergie. Et l'énergie, d'une manière globale, on va de plus en plus vers l'électrification, mais ce n'est pas uniquement par rapport aux détracteurs du véhicule électrique. Notre industrie va vers l'électrification. On voit que dans la production de matières premières, on utilise de l'électricité, c'est-à-dire que les carburants fossiles diminuent, donc on va vers de l'électrique. Qui dit électrique dit également il y a des capacités à mettre en place. Donc on est dans une logique aussi de faire une analyse de la meilleure utilisation possible de cette puissance électrique, de cette énergie dont on a besoin. Donc par rapport à votre logique, parce que en fait si on donne quelques chiffres, un véhicule électrique, en termes d'utilisation, d'efficience d'utilisation de l'énergie électrique, un pur véhicule électrique, un BEV, c'est 75 à 82% d'efficacité d'utilisation de l'énergie. Quand on est sur de l'hydrogène, il va falloir faire une électrolyse. Comprimer l'hydrogène, ça prend de l'énergie. Utiliser l'hydrogène, on est sur 25% à peu près, c'est des magnitudes d'utilisation d'énergie. Et quand on va sur les e-fuels, ces carburants synthétiques dont on parlait tout à l'heure, là, puisque la matière première de l'e-fuel, c'est de l'hydrogène, donc en fait, on diminue encore, et là, on arrive à 10-12% de l'énergie électrique qui a été engagée pour fabriquer l'ensemble. Donc là, on commence à avoir déjà quelques premières clés d'utilisation, c'est-à-dire qu'on aurait tendance à dire, tant qu'on peut utiliser l'électricité pure, autant aller là-dessus. Il est clair que, partant de ce principe où transformer l'énergie, c'est aussi en consommer, moins il y a de transformation, très logiquement, chacun le comprend, meilleure sera l'efficacité. Vous avez parlé de chiffres qui concernent l'utilisation de l'énergie dans le véhicule. Quand on fait le bilan plus à la roue cette fois-ci, c'est-à-dire quand on regarde vraiment depuis la production de la source d'énergie jusqu'à son utilisation,
Le véhicule électrique, on n'est pas à 82% parce que produire l'électricité, malheureusement, on n'est pas à ces niveaux d'efficacité-là. Un véhicule électrique, sur le bilan global, entre les kilomètres parcourus par la voiture, effectivement, et la source d'énergie qu'il a fallu mettre en œuvre, éolien, solaire, etc., on est autour de 25-30% sur le bilan global du pur véhicule. Sur un véhicule hydrogène, on est peut-être entre 6 et 10% à l'heure actuelle. On peut faire Il y a une proportion, mais on rabat la référence. Exactement. Juste pour compléter la vision, maintenant qu'on parle de l'électrification croissante, non seulement du transport et de la société, n'oublions pas que la mobilité, c'est un triptyque. Il n'y a pas de mobilité sans usager, ni infrastructure, ni véhicule. Un avion a besoin d'une infrastructure, un train a besoin d'une infrastructure, et sert un besoin défini par un usager. Et on ne peut pas changer de modèle de mobilité sans toucher aux trois aspects. On rappelait tout à l'heure que la Zoé a maintenant une dizaine d'années d'existence. En même temps, la société a beaucoup changé. Rappelons-nous, il y a encore 15 ans, quand on allait tondre son gazon, on prenait une tondeuse thermique. Aujourd'hui, chacun d'entre nous transporte, même pas bon an, mal an, bonjour, bon des jours, 150 grammes de batterie. Chacun dans notre poche, nous avons un téléphone. Il ne nous choque pas de devoir le charger tous les jours. Et c'est ça que la société est en train de comprendre, qu'un véhicule qui ne se charge pas une fois par mois avec 1000 km d'autonomie n'était pas si mal que ça. Et donc, pour revenir à votre question, l'électrification des transports passe par cette quête d'efficacité, mais a absolument besoin des infrastructures de la société qui va avec. On est en train d'être témoin de cette transformation progressive, mais dans laquelle le citoyen, le politique, ont un rôle énorme à jouer en tant que prescripteur, en tant qu'acheteur, prescripteur d'un achat, qu'il soit privé ou public. Aujourd'hui, nous sommes, chacun d'entre nous, aussi responsables du type de mobilité que nous choisissons. Mais c'est tellement facile, je suis complètement votre... C'est-à-dire comment réussir, on revient un petit peu sur notre discours de tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est tellement facile, notre voiture à moteur thermique, ce couteau suisse extraordinaire, comme vous disiez tout à l'heure, et ces 200 km/h, ces 50 kg de ciment le week-end, c'est-à-dire qu'on arrive sur cette notion, on parlait de multimodalité dans les transports, c'est adapter son moyen de transport à la fonction qu'on amène. Mais nous sommes tous des gros fainéants, disons-le, c'est la nature de l'homme d'une façon générale. Donc la solution de facilité, c'est quand même d'avoir le truc qui fait tout. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut appeler chacun un éveil, avec un certain degré de responsabilité. Nous voyons bien qu'il y a des besoins pour demain. La personne qui passe un examen médical, comme c'était dit depuis son EHPAD, a besoin d'un transport pour demain. Nous avons besoin d'un changement de mobilité dans une échelle de 20 ans à cause du réchauffement climatique. Et c'est une urgence, c'est une priorité. Nous la définissons ensemble. Si on met sur la table les différents scénarios qui permettent d'y répondre, aujourd'hui nous avons des solutions pour amener la dame depuis son EHPAD jusqu'à son examen médical. Nous avons sur la table des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Seulement, oui, c'est facile de prendre son véhicule. Malheureusement, nous sommes les héritiers, notre génération en tout cas, d'une humanité qui a découvert le pétrole, qui s'en est bien servi. Et nous avons collectivement aujourd'hui la responsabilité de franchir le pas, d'avoir un peu moins de facilité, tout en comprenant que recharger son téléphone le soir, ou tous les soirs, c'est pas la mer à boire non plus. Donc si en plus du téléphone on recharge notre petite voiture, eh bien la solution n'est pas si douloureuse que ça. Un changement de mentalité. Tout à fait. Mais alors, quand on passe sur des moyens, même si ça s'allège, je l'ai bien compris, c'est-à-dire que toute cette complexité de sources d'énergie qui était tout à l'heure définie par Bruno Jamet, c'est-à-dire qu'en effet, il y a plein de choses. On parle de batterie, on parle d'hydrogène, on parle d'électrification de carburants synthétiques. Donc, c'est fantastique de vous avoir, M. Schmitt, avec nous ce soir, parce que vous êtes au cœur de la turbine du sujet de le train de demain, ils vont la quoi. Je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, mais je vais le faire quand même. Côté SNCF, on a mis la plus grande énergie vers la décarbonation. Ce que je veux dire par là, c'est que
Depuis les années 90, le train français a déjà divisé par 2 ses émissions de CO2, par l'électrification du réseau, d'une part, et puis aussi par des solutions de plus en plus agiles. Alors, on a plein de leviers pour baisser finalement la pollution, hein, c'est un gros mot, mais il faut savoir rappeler, la pollution générée par le transport ferroviaire. Il faut savoir que la SNCF est le plus grand consommateur du territoire d'énergie électrique. 9 milliards de kilowattheures par an. On a, si on regarde le parc TER, on a encore 40% de trains diesel. Aussi parce qu'on a encore des lignes qui ne sont pas électrifiées. Donc il y a 2 façons de traiter le problème. D'un côté, aujourd'hui, on consomme du carburant, qui coûte cher. On consomme du kilowattheure, qui coûte cher aussi. Côté carburant, il faut savoir qu'il y a dans le groupe SNCF, il y a SNCF Énergie, c'est-à-dire que nous sommes notre propre trader. On achète l'énergie, on achète le gasoil plusieurs années à l'avance, avec des prix de marché négociés, qui nous permet de limiter aussi, voilà, on a des prix de marché, entre guillemets, qui nous permettent de limiter la casse sur le prix du billet de train. Là, il y a eu un effet énergie sur le prix du billet, mais il a été amorti par ces négociations de gros volumes. Ce que n'ont pas forcément les autres acteurs ferroviaires. En Espagne, par exemple, ça a été multiplié par 8. L'électricité est un petit peu moins chère, oui, c'est un petit peu moins cher, mais là encore une fois, côté électricité, alors on pourrait dire on passe tout électrique. C'est pas la solution qu'on envisage, parce que ça nécessite des infrastructures très lourdes. Alors, batterie de voiture, c'est une chose, batterie de train, là on est dans une autre dimension. Faut en mettre combien en parlant en kilowattheure de batterie dans un train pour le faire rouler 80 km? On parlait tout à l'heure d'une solution, mais là c'est une solution plus légère. Alors, je vais plutôt parler en kilos tout court. Quand on pense batterie de train, une batterie ça pèse 800 kg. Juste une. Si on pense à un convoi de fret, comme on en voit tous, qui tire en moyenne une vingtaine de wagons, si on voulait que cette locomotive elle soit alimentée en électrique, il faudrait 6 wagons de batterie pour tirer toutes ces tonnes de marchandises. Il y a un petit peu, c'est la fameuse courbe en cloche des rendements décroissants, c'est-à-dire qu'on consomme, c'est l'avion, c'est-à-dire qu'on consomme beaucoup d'énergie pour transporter le carburant. Exactement. Comme on peut aussi, sur des trains électriques ou hydrogène, bien comprendre que ces batteries elles ont des températures de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il faut embarquer des groupes de climatisation pour avoir une durée de vie optimale des batteries. Parce que si elle n'est pas dans sa plage de température idéale, elle aura une durée de vie divisée par 4 ou 5. Une batterie de train, sur nos trains hybrides, aujourd'hui on n'est pas encore sur des gros volumes industriels. Une batterie de train, on compte environ 2 millions d'euros. Une batterie. Donc ça veut dire que passer au tout électrique, je pense à mon voisin, c'est un gros chèque. C'est un très gros chèque. Donc ce qu'on va plutôt privilégier, encore une fois, c'est l'agilité et dans le multimode technologie. On n'a pas envie de passer d'une techno-pétrole à une techno-élec en switchant brutalement avec juste du. Donc on a développé du train hybride, du train bimode. Hybride, ça veut dire que le train va pouvoir fonctionner au diesel avec des groupes électrogènes, des powerpacks. Ce même train pourra fonctionner sous 1500 volts, alimentation caténaire, ou sous 25 000 volts, selon la caténaire du réseau qu'il empruntera. Il y a certaines voies qui sont mixtes, qui peuvent être aussi employées par des trains puissants, qui nécessitent du 25 000 volts, et d'autres lignes plus petites qui se contentent du 1500 volts. Ce qu'on souhaite demain, c'est être dans des trains, et ils sont déjà en prototype, et ils sont déjà en circulation, on a parlé de l'hydrogène. On a aussi des expérimentations en biocarburant, où les trains circulent en Bourgogne-Franche-Comté. Il y a une expérimentation qui a été concluante également sur Paris-Grandville, en Normandie, où là, le train circule au B100. Quand vous faites le plein, vous voyez sur le pompe B7, c'est-à-dire qu'il y a 7% de biocomposants dans votre gazole. Là, on est au B100, ça veut dire 100% d'huile de colza, et ça fonctionne très bien. C'est tout à fait indolore en termes de performance ou de confort. Eh bien, on s'est déposé un moteur sur 2 et remplacé par un pack batterie.
Donc cette hybridation permet encore une fois de réduire l'impact de bilan CO2 et de réduire les consommations de carburant. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'on travaille aussi énormément sur nos pratiques. C'est-à-dire qu'on met en place de l'éco-conduite. Ce qui consomme beaucoup d'énergie au niveau d'un train, c'est pour l'arracher sur les premières centaines de mètres. Après, une fois qu'on a atteint un bon seuil de vitesse, on roule sur l'air. Si vous prenez, on parlait de mécanique, on parlait d'énergie, on peut parler de surface de contact. Si on prend une rame TGV, oui, le volume et la masse que porte une rame TGV, là, si on fait le cumul de son contact de roue par rapport au rail, donc, qui est le seul frottement qu'il y a, à l'arrêt, parce qu'après il y a la résistance de l'air, mais au démarrage, l'ensemble de cette surface, ça tient sur un post-it. Donc cette surface de contact nécessite quand même, vu qu'il y a peu d'accroche, ça nécessite beaucoup de puissance, beaucoup de consommation au démarrage. Mais dès qu'on peut, on coupe la traction et dans notre jargon, on dit qu'on roule sur l'air. Et après, au freinage, pareil, on utilise des systèmes de récupération d'énergie. On récupère jusqu'à... Et on peut recharger les batteries à hauteur de 25% actuellement avec les technos. Et quand une heure après cette conversation, on aura peut-être gagné 0,1%. La technologie avance en même temps que les projets se concrétisent. L'éco-conduite, c'est la prime de charbon des ancêtres. Alors, vous savez, c'est très très monitoré. Alors après, c'est qu'une volonté d'entreprise, j'ai envie de dire. Mais les systèmes, en tout cas, permettent de mesurer l'efficience de la conduite et d'envoyer de l'alerte en temps réel au conducteur. Pourquoi pas même en temps réel sur sa tablette, comme on l'a sur le tableau de bord d'une voiture, hein, la petite barre verte ou rouge qui vous dit passe ta vitesse supérieure. Sur nos trains, on l'a également. Pour dire là, c'est pas la peine, tu peux couper, t'es à l'heure, t'es dans ton trajet, pas la peine de consommer l'énergie. L'injection prédictive, donc là, on peut Exactement. arriver Le data, on analyse des centaines de milliers de données de consommation, d'état de nos trains à distance. C'est aussi un point que je pourrais aborder demain au salon, c'est notre télédiagnostic et notre maintenance prédictive. Ça nous permet aussi, c'est un autre sujet de RSE, pour effectivement faire la maintenance la plus juste, consommer le moins de pièces détachées possible, avoir la maintenance au juste prix, justement, pour ne pas polluer par toutes ces pièces détachées qui seraient remplacées de manière consciente ou inconsciente, mais en tout cas mal maîtrisée. Voilà. Et tout dernier point, pardon, donc on a parlé d'éco-conduite, on a aussi une grosse gestion d'éco-stationnement. Ça vaut pour les kilowattheures ou pour les litres de gazole. On fait de l'alerte en temps réel pour couper les trains qui sont en maintien de service plus de X minutes, c'est tout à fait réglable en paramètres. C'est-à-dire que des trains qui auraient été quelque part un petit peu oubliés dans le stationnement, moteur qui tourne au ralenti, qui ronronne pour rien, ou parce qu'on sait qu'il y a un problème sur le train et ça risque par grand froid de pailleter le gasoil et d'avoir des problèmes d'injection. Voilà. Il y a eu quelques mauvaises habitudes de prise sur des anciens modèles de trains qui étaient très sensibles. Les nouveaux ont une injection bien mieux gérée et non plus ces habitudes, ces gestes métiers. C'est très dur de lutter contre les habitudes. Et sur ces sujets-là, soit on éduque, soit on prend la main à distance et on coupe le train ou on baisse le poteau. Là, il n'y a plus de consommation. Alors, je vais vous poser la question de confiance, votre vision. On est en 2035. C'est l'archétype, enfin pas l'archétype, parce qu'il y en aura justement, il y a une grande complexité, il y aura plusieurs objets. Alors, c'est vous, votre vision, qu'est-ce qu'on a sur nos rails en 2035 comme type de train, brièvement? Si on parle que du train voyageur, moi, ma préconisation, mon conseil, ma recommandation, c'est l'hybridation. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir, et ce train, on est en train de le mettre au point, le couteau suisse, pour reprendre votre expression tout à l'heure, avoir, pour éviter une détresse en ligne par rapport à une panne électrique ou une défaillance batterie, un moteur thermique, mais en mode secours uniquement. Batterie en approche zone urbaine pour nuisance sonore et puis pour pouvoir effectivement rouler avec le moins d'impact possible. Si on n'a pas la caténaire, si on est sur une zone qui a encore, on a voulu limiter les investissements d'infrastructure, parce qu'une caténaire c'est plus cher, en entretien et en pause bien sûr. Et puis dès qu'on peut avoir la ficelle au-dessus du train, on monte le ponton et on recharge les batteries et on roule à l'électrique. C'est un petit billet de plus quand même, hein, l'hybride. Alors l'hybride c'est un petit billet de plus, mais j'ai envie de dire que plus il y aura
aura de trains hybrides, plus ça baissera le coût de production, et puis peut-être plus il y aura de monde à bord, et donc ça baissera le prix du billet. Donc tout ça, on peut imaginer en termes d'équilibre. On parle d'ouverture à la concurrence. Enfin, moi, c'est pas du tout un sujet tabou. J'espère qu'il y ait de plus en plus de trains en France. Ce que je veux dire par là, c'est que notre président, Jean-Pierre Farandou, a une très forte ambition, c'est de faire x2. C'est-à-dire de multiplier par 2 la part du ferroviaire. Aujourd'hui, les transports ferroviaires en France, c'est 10% de l'ensemble des modes de transport. On espère faire 20%. Alors, il y a eu un effet effectivement, augmentation du prix du gazole qui fait que, même si avec le télétravail du Covid, la part business a baissé, mais la part loisir, quand je dis loisir, c'est pas que aller à Disney à Marne-la-Vallée, c'est aussi partir en week-end, c'est aussi aller en famille, louer un Airbnb ou découvrir notre région. Beaucoup de Parisiens qui prennent le train pour découvrir la Nièvre et repartent normalement avec des poumons un peu plus durs. Ne dites pas ça à un Parisien fumeur. Je viens de la région parisienne, je sais de quoi je parle. Et sur ces sujets-là, effectivement, l'objectif c'est d'augmenter cette part. Puis bon, je vais enfoncer une porte ouverte, mais le ferroviaire a quand même montré que c'était le transport qu'on compte de toutes les manières, qui a le meilleur bilan carbone. Par rapport à l'aérien, c'est évident, par rapport à l'automobile ou même au transport collectif du bus, on arrive encore à avoir un facteur 6. Donc c'est un enjeu collectif sociétal. Le futur est sur les rails. J'en suis convaincu. Alors, on accueille M. Bertrand Couturier, donc adjoint à la ville de Nevers. M. Couturier, je vais déjà rappeler votre domaine. Vous êtes adjoint au maire, délégué aux mobilités, au stationnement, à l'économie sociale et solidaire. Et donc, moi, j'aimerais en profiter pour vous poser un peu la question. C'est par rapport à ça, vous avez différentes expérimentations sur la ville de Nevers. On en a parlé tout à l'heure avec M. Bougiat sur l'ensemble. Mais vous, quelle est votre vision par rapport à l'évolution et comment les autorités publiques peuvent influer sur la mutation de ces mobilités de demain, vos leviers? Bonjour. Par rapport aux différents enjeux du territoire sur l'intercommunalité, on a effectivement des mouvements, des déplacements domicile-travail qui peuvent être assez significatifs sur des entrées de ville qui sont parfois saturées. En tout cas, on retrouve des flux assez conséquents le matin et le soir. Donc c'est un enjeu en tout cas pour trouver le bon compromis entre malgré tout la place de la voiture qui reste un moyen de locomotion encore nécessaire dans les milieux ruraux pour venir travailler dans l'agglomération, mais malgré tout aussi laisser place aux nouvelles mobilités, aux mobilités actives et aussi à toutes les mobilités que l'on voit apparaître. On a pu expérimenter par exemple le free floating pour le vélo afin de proposer donc l'usage du vélo sans borne fixe en fait sur le domaine public. On retrouve d'autres usages qu'on a commencé à expérimenter comme l'autopartage et aussi sur des partages de voiries qui sont parfois un peu compliqués sur des voiries limitées avec un urbanisme et toute une histoire de la ville qui fait que les contraintes d'aménagement ne sont pas toujours aussi simples pour laisser des espaces de mobilité vraiment par usage pour les cycles par exemple et les voitures d'autre part. Mais donc on expérimente en ce moment par exemple une CDCB, une chaussée centrale à voie banalisée sur un axe assez passager pour voir quels sont aussi les comportements qui évoluent entre le début de l'expérimentation et un an après. Donc on a été accompagné par le CEREMA justement pour aussi voir quels sont ces changements d'usage. Mais il y a tout un travail de fond que l'on a initié. On a réalisé une enquête auprès de 2000 citoyens pour voir quelles étaient leurs attentes, quelles étaient aussi nos priorités d'action pour le cœur de ville, mais aussi l'intercommunalité, puisqu'on a aujourd'hui des écosystèmes commerciaux périphériques qui sont vraiment aussi bien identifiés, des fonctions commerciales en cœur de ville avec aussi le tourisme et d'autres marqueurs forts du territoire qui engendrent, on va dire, des mobilités. Donc on est en train de redéfinir notre feuille de route mobilité en ayant en quelque sorte une requalification du cœur de ville et aussi une délimitation des usages des mobilités avec plus d'intermodalité. Effectivement, il y a tout un travail qui est initié, en tout cas avec 4 axes prioritaires, notamment pour l'usage de ces nouvelles mobilités, les micro-mobilités, mais aussi capitaliser sur la gare SNCF que l'on a en cœur de ville, pratiquement, pour
aussi faciliter son développement, et on l'espère pour les mois à venir, en tout cas par rapport aux travaux qui vont être faits. On espère aussi capitaliser sur une dynamique qui sera renforcée, notamment sur ce mode de transport. Vous parliez tout à l'heure des comités de bassin qui sont quand même une voie d'impliquer également le citoyen et l'habitant de la ville sur en effet tous les besoins. C'est une démarche dans laquelle vous vous êtes lancé au niveau de la ville de Nevers avec l'intercommunalité? Oui, on s'est fixé un objectif, et c'est la politique que l'on porte. Monsieur le maire Denis Thuriot aussi a été, depuis son premier mandat, était très volontariste sur le fait d'offrir le stationnement gratuit en cœur de ville. Donc c'est un peu cette finalité d'attractivité du cœur de ville pour rendre plus accessible, on va dire, ce cœur de ville et l'accès au commerce. Et on voit que la crise Covid évolue, on voit que l'enquête qui a été faite pour recueillir ces besoins et identifier en tout cas les pratiques actuelles et ce vers quoi on pourrait tendre, on voit qu'il y a beaucoup d'accélération de changements en tout cas qui se font, notamment aussi sur une nouvelle population de travailleurs nomades en fait, qui se présentent de plus en plus sur le territoire. Il y a différents dispositifs qui permettent, je pense au dispositif WIN, Welcome in Nevers, qui permet aussi d'accompagner les conjoints, et toute cette politique d'attractivité finalement permet aussi de répondre aux besoins des nouveaux arrivants sur notre territoire. Donc on a évidemment aussi des problématiques très spécifiques. Si je prends l'exemple d'un quartier qui a été rénové, le quartier Cobalt, on a plus de 1000 collaborateurs étudiants en tout cas, qui sont sur une densité assez importante, et on retrouve du coup un usage de la voiture qui est encore significatif. Donc là, on a besoin en tout cas de travailler encore sur notamment des plans de déplacement interentreprises pour voir quels sont les besoins, quelles sont les pratiques actuelles des travailleurs, et de voir comment nous, collectivités, avec les opérateurs, on peut les accompagner à changer d'usage, peut-être à laisser en périphérie sur des parkings relais ou de proximité leurs véhicules, et prendre des transports en commun ou d'autres modes de déplacement comme le vélo flexible. Donc il y a un peu du côté carotte et bâton, d'après ce que je vois dans l'ensemble, les deux armes du politique sur la façon de traiter une problématique complexe de cet ensemble-là. Donc, et puis surtout analyse des flux, il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de comprendre, etc. Là, c'est une question que je voudrais poser en effet à nos technologues, mais qui sont surtout des académiques. C'est-à-dire que comment, en effet, le milieu académique peut aider, contribuer sur cette mutation. Ça peut être de la technologie, mais ça peut être aussi toute cette partie analyse de flux, aussi la mutation de votre domaine, de passer purement de la technologie d'un objet prédéfini et multiple tel qu'on l'a dit, justement cette mobilité. Alors Alisa, comment est-ce que vous voyez ce point-là? Alors, effectivement, nous travaillons sur ces sujets-là avec les collectivités sur des échelles de temps qui ne sont pas du tout les mêmes. Les collectivités ont des citoyens avec des besoins qui sont immédiats, avec des plans qui peuvent être de quelques années. Et un bon chercheur, s'il ne cherche pas à horizon 15 ou 20 ans, c'est pas un chercheur. Que cherche-t-il? Voilà. Donc, autant nous abordons les mêmes problématiques, autant l'échelle de temps est très différente. Mais néanmoins, par exemple, à l'ISAT, nous avons créé un département d'infrastructure réseau de transport, dont l'objectif est exactement celui que vous mettez en exergue. Et au-delà du véhicule, nos étudiants ont été d'excellents ingénieurs du véhicule, ils savaient faire une bagnole, qui roulait bien, la plupart du temps. Comment on insère ce véhicule dans son environnement, quelles données il faut incorporer, quelle maintenance il faut apporter, toujours dans cette réflexion de ce qu'est un bon bilan du cœur à la route, ce qui est une analyse du cycle de vie. Nous avons ici à l'ISAT répondu à cette problématique. On met en place de la formation et de la recherche sur le complément du véhicule, tout ce qui est lié à l'infrastructure, encore une fois, et les réseaux. Les réseaux sont très très importants. Réseau au sens large, réseau de communication, bien entendu, réseau d'information, réseau de collecte d'informations, réseau de maintenance, réseau de recharge, infrastructure de recharge.
Et c'est là où la collecte de données n'est plus dissociable de la réflexion technologique, aussi bien sur ce que sera l'autoroute de demain que le rail, où doit-on placer et quel type de borne de recharge il faut placer. Tout ça est très lié à la collecte de données. Encore une fois, pour les collectivités, pour la ville de Nevers, la réponse est apportée pour demain. Nous, on réfléchit à d'ici 20 ans, que sera la route dans 20 ans. Mais vous voyez, il y a, par exemple, il y a 15 ans, moi je préconisais qu'il y ait des véhicules qui puissent prendre et le rail et la route, et aujourd'hui c'est une réalité, on va avoir les SNCF. Il y a d'autres types de véhicules, les hybrides route-canal, par exemple, pour du transport poids lourd. Nous avons en France un excellent réseau ferroviaire, un réseau fluvial souvent ignoré, qui est un potentiel de décarbonation colossal, à condition d'y mettre des bons véhicules. Et puis sur des liaisons aujourd'hui, nous sommes à Nevers, excusez-moi de prendre ça comme exemple, mais la liaison Nevers-Dijon pose beaucoup de problèmes, que ce soit Je peux comprendre qu'il y avait un petit casus belli de 7 mois de durée de temps là, dans les temps à venir. Pour des raisons géographiques, historiques, etc., la route n'est pas simple à mettre en place, le rail n'est pas simple à mettre en place. Et ma foi, l'avion peut, pour certains trajets, dans certaines configurations géopolitiques, être une option aussi bas carbone. Et je me félicite que Nevers l'expérimente. Et demain, l'ISA pourra apporter des nouveaux véhicules qui puissent être adaptés à ce type de besoin. Voilà par exemple comment on réfléchit. Je pense qu'on a brossé, on a fait un beau 360 degrés quand même sur l'ensemble des problématiques. Moi, je vais essayer de retourner un peu la matrice, comme on dit quand on essaie de changer d'angle. Individuellement, puis peut-être de réagir là-dessus en disant les scénarios extrêmes. Si on n'y va pas, si on ne change pas, il se passe quoi? Et pas au niveau global, hein, on a à peu près tous une idée, le GIEC nous donne régulièrement, et vraiment au niveau local. On ne fait pas ce qu'il faut. Au niveau transport, au niveau technologique qui vont derrière, on va où? Alors, brièvement, voilà. Bon, l'enjeu climatique, c'est l'enjeu majeur, c'est indéniable, ça a été dit ici. C'est un changement d'énergie, donc l'énergie, c'est au cœur du sujet, hein, Bruno l'a dit. Louis aussi, hein, tout objet qui se déplace a besoin d'énergie. On a beaucoup parlé d'efficacité énergétique, donc ça, c'est évidemment complètement essentiel. Je crois que ce qui est important, finalement, c'est de se déplacer avec le moins d'énergie possible, et peut-être avec une combinaison de modes de déplacement. On en a vu énormément ici, et même on parle du covoiturage quand on est en milieu rural, où là on va diviser, il y a 4 serres d'une voiture, hein, donc il y en a 3 disponibles, on divise tout de suite par 3 en tous les cas les émissions de CO2, le coût aussi, etc. Le coût est important parce que développement, enfin mobilité durable, c'est aussi une mobilité décarbonée, on l'a dit, mais qui soit accessible au plus grand nombre. Et ça, c'est un élément qui est essentiel. Il faut que tout le monde puisse y accéder, tout le monde a besoin de se déplacer. Au point de santé, l'éducation, de se nourrir, etc. La mobilité est obligatoire, enfin, elle est indispensable à la vie. Il faut que tout le monde puisse y accéder, évidemment, durablement. Donc, c'est une question d'énergie, c'est une question de coût, et certainement que le partage, et peut-être que la clé de, enfin, c'est pas peut-être, la clé de la voiture d'aujourd'hui, hein, et puis encore plus de demain, c'est le téléphone. Voilà, le portable, avec une intermodalité de transport, on va y piocher différents moyens. On n'est pas condamné à avoir une grosse voiture qui roule très vite. Surtout si le cahier des charges, c'est d'abord en France, c'est 130 km/h, je le rappelle. Et puis, en fonction de ses usages, on n'a pas besoin, 365 litres par an, d'un très gros véhicule. Donc, on partage peut-être les véhicules, on partage les usages, et puis on réduit les déplacements, et tout ça, ça devrait être un bon levier pour que ça se passe bien. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se produisent en même temps, on l'a dit, hein, il y a le changement d'énergie, on a aussi énormément d'innovations technologiques qui se font, tout ça va très très vite aussi, donc il y a des réponses qui arrivent. Je crois qu'on n'est pas, on a cette capacité à changer, on l'a démontré. La crise Covid est une crise majeure, on a su s'adapter à cette crise majeure. Elle a été brutale et on a su s'adapter brutalement avec des changements de comportement, de télétravail
passer de 100% physique, 100% télétravail, quand c'était possible pour certains, c'était des changements qu'on ne peut pas imaginer avant. On l'a fait, on en a appris des choses, on en retient des choses, il y a du bon là-dedans, il y a du bon à garder. Donc je crois qu'on peut être quand même optimiste pour la suite parce qu'il y a beaucoup de solutions possibles. Mais il faut bien raisonner effectivement le problème d'énergie. Quand c'est le moins possible, on sait partager des moyens de transport, c'est un bon moyen de réduire. Et le poids des véhicules aussi. Bruno, alors justement, tu as une perche tendue au niveau des technologies. Oui, alors, déjà, si on ne fait rien, on subira les choix qui nous restent à brève échéance. Ce sera de la réactivité plutôt que de l'anticipation. Et si l'on veut viser à l'inverse la perfection, le tout électrique, le strictement zéro émission à l'usage, on va avoir une vingtaine de bus ou de camions peints en vert. Donc on aura fait un impact grâce à ces 20 véhicules strictement zéro émission, mais avec une solution beaucoup plus accessible au sens large, on aurait pu développer 20 000 camions et 20 000 bus, qui feraient 90% du chemin. Donc vraiment, la première chose, c'est d'une part agir, et ensuite ne pas éviter les perfections, mais faire 90% du chemin très rapidement, avec des solutions qui sont naturellement compétitives. Et j'en viens à ça. Donc 2020-2030, c'est un vrai Big Bang sur le domaine de l'énergie et de l'autorisation. Et du coup, Big Bang veut dire incertitude. Incertitude pour les utilisateurs, quels que soient les véhicules, les engins, et Big Bang aussi pour les entreprises. Et donc du coup, on en vient au cœur d'un des métiers du pôle véhicule du futur, qui est l'innovation. L'innovation, c'est la capacité à se projeter à un horizon de mise sur le marché à 3, 5, 7 ou 10 ans. Et c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il y a différents paramètres que l'on analyse, des paramètres techniques, scientifiques, économiques, et des paramètres aussi plus politiques, on a besoin d'interaction avec la sphère politique, et des paramètres aussi d'acceptation par les populations, qu'il y a des usages qui doivent changer. Voilà. Et donc du coup, cette innovation, en fait, ce pari fait aussi l'objet d'analyses très précises, que l'on fait avec les acteurs industriels, avec des laboratoires, des universités, et aussi de soutien public, tant au niveau locaux, régionaux, nationaux ou européens. Parce que le risque et la prise de risque est indispensable. Je vais caricaturer pour finir. Hein. Et si on ne fait rien, en fait, si on attend qu'on soit dos au mur, le temps de réaction dans l'industrie, c'est pas de dire tiens, on a un problème, dans 3 mois, on a résolu le problème. S'il y a peu d'évolution, c'est 3 ans, mais sur le marché. S'il y a des évolutions beaucoup plus radicales, c'est 5, 7 ou 10 ans. Donc voilà, si jamais on voit qu'il y a des tendances qui se font, et puis on les voit arriver sur le marché parce qu'un concurrent l'a fait, si c'est particulièrement innovant, on aura 7 à 10 ans de délai, c'est fini. Donc l'innovation est indispensable pour rester dans la course, à forcerie, dans des périodes de fort changement. Et donc voilà, prenons les devants, et prenons les devants de façon réaliste sur l'impact. N'attendons pas de viser la perfection. Donc innovation et pragmatisme, hein, c'est dans les deux dimensions. Alors au niveau de la région, on ne fait rien, il se passe quoi? Alors au niveau de la région, c'est une question qu'on ne se pose pas parce que justement, on fait. Exactement, parce qu'on fait et parce que on a pris conscience qu'il faut anticiper par beaucoup de transition écologique, transition énergétique, et puis tout ça, ça s'accompagne de mutations très fortes hein, dans notre société, et ce que j'indiquais tout à l'heure, elles sont multiformes. Alors, on accompagne. Voilà, pour le pôle du véhicule du futur, mais on a par exemple, tout à l'heure Louis Lemoine disait que pour pouvoir faire une omelette, il faut casser un œuf, il faut casser des œufs. Nous, au niveau de la région, on décide de ne pas mettre les œufs dans le même panier. Et on souhaite vraiment ouvrir tous les champs des possibles. Avec le pôle de véhicules du futur, par exemple, il va y avoir, dans le cadre de notre feuille de route hydrogène, le 3 et le 4 octobre prochain, l'organisation encore d'un forum hydrogène Business for Climate. On va voter ça à la fin du mois, à la commission permanente. Donc l'idée, c'est de continuer à travailler sur les solutions de décarbonation et puis de donner une visibilité sur ce sujet-là au niveau mondial. C'est plusieurs centaines de participants, c'est plusieurs speakers, des exposants, etc. Donc la question de l'hydrogène, pour nous, c'est un point qui est extrêmement important. Il faut aller le plus loin possible. Innovation, recherche, là-dessus, c'est indispensable. Le deuxième point, parce qu'il faut aussi anticiper certains impacts. On est une région industrielle, on est une région qui est le berceau de Peugeot, de PSA, donc on a une culture aussi liée à l'automobile, à la production automobile.
à la performance automobile avec Manicourt, avec toutes les entreprises qu'on peut avoir autour, avec ISAT notamment ici, et puis avec tous les travaux de recherche qui peuvent être faits au niveau de l'université. Mais tout ça, c'est aussi des emplois, sont des entreprises. Et donc, on a mis en place, il y a 2 ans, ce qu'on appelle donc, le FIMA, une force d'intervention à la mutation automobile. On se dit que on ne peut pas continuer comme ça à subir et à ne pas anticiper. Alors, à cela, on a mis une enveloppe financière, évidemment, hein, si on veut travailler sur les mutations. On a poussé l'État à nous suivre. On a mis 24 millions d'euros sur la table pour pousser le plus loin possible sur plusieurs domaines. Le domaine de l'innovation, le domaine de l'accompagnement des entreprises, leur permettre d'envisager des nouveaux process, de se diversifier, de moderniser éventuellement les outils de production, et puis également de travailler sur les ressources humaines. Une grosse partie, c'est aussi de travailler sur la mutation des métiers par rapport à ça. L'innovation, on a plus de la moitié des métiers de demain, disons qu'ils n'existent pas aujourd'hui, mais voilà, comment aussi on travaille à la transformation ou à l'évolution de compétences qu'on peut avoir sur des métiers dans la sous-traitance automobile, parce que notre région est maillée par beaucoup d'entreprises liées à la sous-traitance automobile, puis également sur la production en elle-même. On a des chaudronniers aujourd'hui, peut-être que demain, si on n'a que du véhicule électrique, que des batteries, enfin voilà, on aura besoin de faire évoluer ces compétences. Donc nous, on travaille là-dessus. Et puis, ce que j'indiquais également tout à l'heure, on accompagne les territoires à se doter d'outils de projection, de planification, puis de moyens financiers pour pouvoir mieux favoriser les déplacements, mieux favoriser les transports, mieux favoriser les mobilités à travers les comités de bassin dans lesquels les intercommunalités, au sein desquels les intercommunalités, l'agglomération de Nevers travaillent, mais pas que. Donc voilà un peu une partie du champ sur lequel on travaille, parce que voilà, on est encore dans une période où le véhicule de demain, je le connais depuis 48 ans, j'ai grandi avec partie d'une génération, on a connu une certaine stabilité, on a connu toujours le même type de véhicule, on allait à la pompe gasoil, sans plomb. On a vu des chiffres qui sont arrivés, alors 98, 95, on commence à voir le 85, jusque-là, tout va bien. Mais là, voilà, il y a des choses qui sont en train d'arriver, avec l'électrique, avec peut-être d'autres formes de production d'énergie. Puis nous, on mise sur l'hydrogène vert, alors c'est aussi un autre enjeu. Donc voilà, on est sur du questionnement, on est sur des interrogations, on est sur de rien, on ne sait pas comment demain les mobilités seront envisagées, comment les trains vont rouler, en se servant de quel type d'énergie. Et puis voilà, la question, c'est vrai, des canaux. On est quand même la région, on a un département, on parle de l'énergie. Paris était chauffé grâce à la mienne, en particulier. On avait ces flotteurs de bois. Le bois, il arrivait à Paris par les canaux, par aussi la Lyonne, la Seine. La Seine devrait s'appeler Lyon d'ailleurs, normalement. Mais voilà, donc on a toujours, on a aussi ces canaux qu'on devrait peut-être aussi, sur lesquels on devrait peut-être un petit peu plus travailler. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore connaissance de l'ensemble de l'état de l'art. On est peut-être en train de le produire. On a quelques fondamentaux, mais qui sont remis en doute, qui sont remis en cause. Après, à nous de voir comment trouver des solutions pour aujourd'hui. C'est toute la difficulté pour des collectivités. Trouver des solutions déjà pour aujourd'hui. Essayer d'anticiper et travailler sur 4, 5 ou 6 ans. Ça, c'est des choses qu'on sait faire à peu près, tout en ayant conscience que dès l'instant qu'on aura mis ou stabilisé des choses dans 4 ou 5 ans, on aura peut-être des remises en cause ou des sauts de technologie qui vont nous amener sur des modèles à encore questionner, à encore faire évoluer. Donc voilà, on est sur des sables mouvants aujourd'hui. On essaye de pas s'enfoncer justement et puis de glisser. Donc beaucoup d'attention à ce qui se passe, beaucoup d'actions multiples, en effet, on est multimodal mais multi-actions dans beaucoup de domaines, et puis en effet, vous l'avez souligné, on est quand même sur un bassin très automobile, avec une culture automobile et qui doit le rester. Donc voilà,
bonne trajectoire pour la Bourgogne. Merci. Concernant la SNCF, on en a déjà parlé. On a parlé donc de cette vision 2035. Personne veut répondre à ma question agressive de dire il se passe quoi si on fait rien parce que tout le monde va dire de toute façon on fait quelque chose. Donc je ne vous la pose pas cette question. Si, je peux quand même répondre à une question que vous ne posez pas. Si on ne fait rien, on perd tout simplement en mobilité. C'est-à-dire que si on arrête d'innover, si on arrête de pousser aussi les industriels, parce que le secteur ferroviaire, c'est pas un secteur où on compte les volumes en dizaines ou en centaines de milliers, comme on se le disait tout à l'heure, les trains TER, il y en a 7500 en France, il y en a beaucoup moins que de voitures, mais malgré tout, c'est un enjeu majeur en termes de transport commun. Donc, Combien de millions de personnes dans les trains TER? Alors, les trains TER, il faut compter à peu près, que je ne vous dise pas de bêtises, on doit être à 1 million de voyageurs jour en France. Et l'objectif, c'est multiplié par 2, on a bien entendu. L'objectif, c'est multiplié par 2, oui, tout à fait. Et sans multiplier par 2 le nombre de trains. Ce n'est pas le but non plus, parce qu'encore une fois, c'est de l'argent public. Et puis, c'est de la relation de mobile sur l'infrastructure. C'est toute une réorganisation qui permettra ça, à tout point de vue, parce qu'on parle de transport, mais la SNCF, c'est aussi un industriel. Donc il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui travaillent sur la maintenance. Ça veut dire que les décisions qu'on prend aujourd'hui, ou qu'on dessine aujourd'hui, les trajectoires qu'on dessine sur des technologies, et je fais le lien, j'essaie de faire le lien entre mes voisins de droite et mon voisin de gauche, finalement, on dessine au très fin les métiers de demain. Ce qui veut dire que si on se disait aujourd'hui fin complet du moteur thermique, et je dis une bêtise, les 100% de transport, soyons fous, les 100% hydrogène, en prenant cette décision au niveau politique, il y a un impact sur l'industrie, et cette industrie est un marché d'emploi, et donc la filière de formation va s'adapter pour les déboucher. Donc il faut être très très prudent, et c'est pour ça que, à tout point de vue, on a quand même de très beaux savoir-faire en France dans beaucoup de domaines industriels. Ce serait dommage d'hypothéquer l'avenir, et parce qu'un chaudronnier ou un thermicien, ça ne se forme pas en 3 ans. Voilà. Donc sur des sujets comme ça, il faut être prudent et encore une fois avoir plusieurs cordes à l'arc. Donc je reste sur ce souhait d'hybridation dans tous les domaines. Voilà. Faut essayer d'être souple. C'est le mot-clé ce soir, l'hybridation. Louis, alors justement, un point de jonction, on a dit, donc la question à laquelle personne ne veut répondre, c'est qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien Et si la direction ne fait rien, ça veut dire que la situation est superfétue, je vais être bref, ça veut dire que nous continuons à aller à la pompe, il y aura du pétrole pendant 50 ans, dit Pouyanné. Probablement l'éternité. Oui. Sauf qu'on va aller le chercher de plus en plus loin, de plus en plus profond. Et sa signature carbone va être de pire en pire. Ce qui veut dire qu'il va être surtout de plus en plus cher. Lorsque le baril atteindra les 180-200 $, vous serez très content d'acheter un véhicule électrique parce qu'il vous coûtera moins cher sur l'usage. Donc, il se passera exactement ce que nous sommes en train d'anticiper, sauf qu'entre-temps, il y aura eu 50 à 60 000 morts. Un vrai problème de santé publique. Que le monde sera redevenu ce qu'il était en 1970, c'est-à-dire un globe piloté par le besoin des grandes puissances de maîtriser les ressources énergétiques. Et ça veut dire que la démocratie, partout dans le monde, sera au service d'un intérêt économique lié à l'énergie, et non plus un idéal en soi. Mais on arrivera quand même au véhicule électrique et à l'hydrogène. Donc autant prendre de l'avance. Et économiser tous les effets collatéraux pour arriver au même résultat. Monsieur Coudurier, donc le mot de la fin, c'est pour l'endroit où on est. Donc la ville de Nevers, j'ai compris aussi que vous avez plein d'actions en cours, mais l'enjeu fondamental pour une ville comme Nevers, si toutes ces actions ne sont pas menées, qu'est-ce qu'il y a sur la table qui fait que toutes ces actions doivent être absolument menées à bien? L'enjeu est de plusieurs niveaux, mais c'est vrai que des foyers, des Neversois par exemple, qui sont dépendants de mobilité carbonée, qui coûteront de plus en plus cher, ça va être un frein à l'emploi, ça va être un frein, une perte de pouvoir d'achat aussi dans une certaine mesure, ça va être d'autres freins, mais nous on le prend plutôt, on va dire, sous le signe de l'opportunité, puisque
la ville de Nevers, c'est une ville qui peut se parcourir à 15 minutes à pied en quelque sorte. Je l'ai fait ce soir. Oui, c'est vrai. Et c'est l'avenir, je pense, des territoires, quel que soit en France en tout cas, de pouvoir justement avoir, on va dire, des chaînes de mobilité qui soient cohérentes à l'échelle d'une ville, qu'on puisse retrouver les fonctions vitales dans les villes. Et je pense qu'au-delà des déplacements et des mobilités, les territoires doivent aussi repenser on va dire leur marqueur de production d'énergie au niveau de l'agriculture, des circuits courts, au niveau d'autres dimensions, en tout cas de pouvoir imaginer cette ville du quart d'heure, de la demi-heure, en tout cas, et de retrouver ses fonctions vitales. On parle même de ville circulaire. En Europe, il y a un mouvement qui se développe où on tire un trait de 15 km autour d'une ville et on va sécuriser l'approvisionnement, quelle qu'elle soit, alimentaire, énergétique de ces villes. Et je pense qu'au-delà des mobilités et des mutations qui devront se faire, nous devons repenser ces territoires de cette façon-là. Et la coopération est le maître mot de tout ça. Sur les choix de vecteurs énergétiques pour les transports avec Keolis, se pose la question sur le projet de développement de photovoltaïque, de pourquoi pas aussi capitaliser sur du développement photovoltaïque sur l'emprise de la ville de Nevers, qui puisse servir à l'opérateur pour du coup, développer une flotte de véhicules électriques pour le déplacement électrique des citoyens. Et même aller plus loin, pourquoi pas aussi parler de villes intelligentes, en tout cas c'est la politique que l'on mène sur les smart cities, où les batteries des véhicules qui seront en stationnement quand vous travaillerez au centre-ville pourront du coup délester leur électricité pour les entreprises dans le parc d'activité 1 km plus loin qui auront besoin de cette électricité pour faire fonctionner les moteurs, etc. par exemple. Donc on est dans cette coopération et j'entendais pour terminer un dernier point sur la politique de l'Union européenne sur la nécessité de créer des gigafactories pour recycler l'économie circulaire, en tout cas des batteries. Et c'est vrai que c'est nécessaire en tout cas de pouvoir anticiper ces étapes à moyen terme, puisque l'objectif c'est d'avoir une circularité de toutes ces batteries dans 15 ans grosso modo, et de pouvoir asseoir, on va dire, un modèle qui soit durable, on l'espère, mais voilà, il faut être résilient, travailler dans la coopération, main dans la main, et j'ai envie de dire que c'est en tout cas une vraie fierté d'avoir tous ces acteurs, que ce soit l'ISAT qui est présent sur le territoire et qui est un potentiel assez important, en tout cas sur la compétence et la mise à disposition en quelque sorte pour les défis qui se présentent d'ingénieurs qui ont les qualifications pour anticiper ces mutations. La SNCF, évidemment, on travaille ensemble sur un certain nombre de sujets, et le Technicentre, vous êtes bien placé de par les apports que vous avez pu faire aussi, de montrer toute la technicité que c'est et la nécessité de pouvoir avancer sur ces enjeux, on va dire de manière prudente, mais je pense aussi à 2037, post-2037, la ligne à grande vitesse pourrait passer à Nevers. Entre Paris, Lyon, Clermont, et donc en passant par Nord-Metz, ça nous ramènerait à 55 minutes de Paris et un peu plus d'une heure de Lyon. Donc ça pourrait complètement transformer aussi le territoire. Et bien d'autres actions, la région aussi présente à nos côtés, voilà, même si on sait qu'il y a des périodes un peu difficiles sur la ligne TER, on va avancer ensemble, en tout cas pour penser l'intérêt du territoire, des citoyens, c'est nécessaire avec le PDF et les acteurs de la mobilité. Écoutez, je pense qu'on ne peut pas faire meilleure conclusion que ça. Je pense qu'il y a tous les atouts et tous les acteurs et tous les leviers qui sont à disposition sur le territoire pour s'assurer qu'on a fait ces objectifs en effet de signature environnementale, d'inclusivité et de maintenir la mobilité qui est quand même un bel acquis du XXe siècle. Je pense que tous les atouts sont là sur les territoires. Félicitations, messieurs. Un grand merci pour votre temps ce soir. Merci. Merci à vous.